Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière de la semaine. Nous sommes ensemble pendant 3 heures en direct pour creuser l'actualité, débattre, échanger avec vous les auditeurs évidemment sur l'application Sud Radio, sur les réseaux sociaux et directement au standard où on attend vos appels nombreux bien sûr, surtout quand vous allez voir les sujets. 0826 300 300. Le programme de votre matinée. À midi, les Jeux Olympiques dans tous leurs états avec le camarade Clément Arion. On recevra le président de la Fédération de cyclisme largement récompensé lors de ces derniers Jeux Olympiques et en plein milieu de ce Tour de France féminin, ce sera l'occasion de lui poser un certain nombre de questions. Dès 10h30, les grands débats de l'été seront ouverts. Aujourd'hui, les mousquetaires autour de la table, Maxime Thiebaud, avocat, Frédéric Fougerat, directeur de l'agence de communication Tenkan et Carlos Martins Bilongo, qui est le député France Insoumise. Qu'est-ce que on va aborder autour de la table comme sujet? Les records sont explosés, ça y est, vous l'avez entendu dans la matinale, plus d'un mois avec des ministres démissionnaires et de la gestion des affaires courantes, comme on dit, le tout au milieu des Jeux Olympiques qui ont rendu la France euphorique et placé le pays clairement en pause. Pour autant, le monde ne s'arrête pas de tourner, vous l'entendez régulièrement dans cette même émission, grève des urgences, pompiers manquant d'équipement, pétition des internes de médecine, agression antisémite en hausse. Bref, n'est-il pas temps d'arrêter cette blague et de nommer un Premier ministre, puis de former un nouvel gouvernement, justement pour prendre clairement tous ces problèmes à bras-le-corps? C'est ça notre premier débat. Avant de se poser la question, tout le monde n'est pas en vacances, visiblement, et encore moins la délinquance qui a poussé le maire d'une petite commune du Pas-de-Calais, Hénin, à prendre une décision ferme, couvre-feu pour les moins de 15 ans. Alors est-ce que c'est une solution logique si on pense évidemment que la place de ces jeunes devrait être chez leurs parents à cette heure-là, en pleine nuit, ou alors une telle sévérité devrait nous interpeller? Est-ce que ce n'est pas à la mairie, encore moins par le couvre-feu, que doivent se régler ces problèmes? On vous posera la question, on attend vos réactions au 0826 300 300. Et puis Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, mais aussi président du groupe présidentiel à l'Assemblée nationale. Il appelle ses troupes à continuer à se battre. On ne cache clairement plus les relations glaciales qu'il entretient avec le président de la République suite à la dissolution surprise et la campagne des européennes qu'il a clairement portée tout seul. Alors est-ce que le fils spirituel d'Emmanuel Macron s'apprête à être le futur frondeur du Palais Bourbon pour mieux préparer 2027? C'est ce qu'on verra, mais tout de suite un sujet beaucoup moins politique malheureusement. C'est des médecins à Marseille. Ils sont clairement agressés quotidiennement, on va en parler. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Saïd Ouchou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes docteur dans le 15e arrondissement de Marseille, c'est au niveau des quartiers nord. Et vous nous avez alerté hier, vous avez envoyé notamment un message à nos équipes parce qu'une docteure a été violemment frappée pour avoir refusé de prescrire une ordonnance dans les quartiers nord de Marseille, là où clairement l'ultraviolence s'invite au quotidien, même jusque dans vos cabinets de médecins. 4 jours d'ITT pour elle. La victime est évidemment traumatisée, elle hésite à revenir travailler. Est-ce que vous l'avez eue au téléphone depuis? Comment se sent-elle? Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois par jour. Je garde le contact avec elle. Il est complètement traumatisé. Donc, en plus des coups qu'elle a reçus, des morsures, les cheveux arrachés. Enfin, ça a été très très violent. Donc, psychologiquement, elle s'en remet pas pour le moment. Elle n'arrive pas à réaliser ce qui s'est passé. Quand on est médecin, on est là pour recevoir les patients, les soigner, s'occuper d'eux. Et là, c'est ces mêmes patients qui vous tombent dessus et qui vous tabassent de manière sauvage. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui s'est passé clairement? C'est-à-dire que visiblement des pseudo-patients sont venus, ils ont réclamé une ordonnance, ils l'ont pas eu, et ils ont pété un câble, c'est ça? C'est ça, enfin, c'est des patients de l'adolescente qui a participé à ce tabassage. C'était une adolescente? Oui, il y avait une adolescente et une majeure qui doit avoir 25 ans. L'adolescente, je la connais, je la suis depuis bébé, donc c'est pas quelqu'un d'inconnu. C'est pas une inconnue, donc d'où le comportement normal de ma collaboratrice qui les a reçus normalement comme des patients. C'était à la fin de la consultation, elle les a reçus, sauf que arrivé dans son bureau, il lui réclame une ordonnance pour une personne qui ne veut pas se déplacer. Pour leur expliquer que c'est pas possible, que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, il faut examiner le patient pour voir exactement ce qu'il lui faut. Donc là, devant justement le nom catégorique de ma collaboratrice, lui sont tombés dessus, ils l'ont bloqué, ils lui ont mis la tête entre les jambes, ils l'ont bloqué, ils sont mis à la tabasser. La grande dit à la petite, viens frapper avec moi, viens frapper. Ils l'ont frappé à 2. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est clairement ça frôle le combat de rue. Est-ce que vous avez porté plainte?
Oui, donc le médecin donc a porté plainte avant-hier. Donc elle a été voir son médecin. Elle a eu 4 jours d'ITT. Elle a porté plainte. Mais encore une fois, on ne sait pas trop comment faire dans ces conditions. Les plaintes, moi j'en ai collectionné dans mon ancien cabinet où j'ai exercé une 15aine d'années, ce qui m'a conduit d'ailleurs à déménager puisque la dernière agression a été justement un de mes termes à mon installation de l'ancien cabinet. J'ai déménagé un cabinet beaucoup plus sûr, beaucoup plus loin un peu de ce quartier chaud qui était le quartier autour du métro Capitaine Gève. Bon, donc j'ai passé 2 années tranquilles, vraiment, et là, et justement, j'ai cherché des médecins, personne veut s'installer, les remplaçants ils viennent, ils repartent, personne veut rester, et le seul médecin qui a accepté justement de rester et de s'installer avec moi, c'est ma collaboratrice, et donc, en la rassurant, je dis bon, voilà, moi ça fait 2 ans, les gens sont charmants, effectivement, les gens sont très sympathiques, les gens sont reconnaissants, ils ont un comportement normal, mais malheureusement, il y a quelques éléments vraiment perturbateurs, quelques éléments incontrôlables, et ces jeunes, ou moins jeunes des fois, mais là, il s'agit de jeunes, ont eu un comportement agressif, inhabituel. On s'attendait pas, c'est la première fois que ça arrive en 2 ans dans ce cabinet-là, oui. Mais vous nous dites que pendant un temps, vous avez collectionné un peu les plaintes, que votre collaboratrice est allée naturellement au commissariat, mais que vous dit la police à ce moment-là? Parce que bon, accessoirement, des situations comme ça, ils sont censés, si ce n'est les anticiper, à un moment réagir. La réaction, on l'attend, monsieur, mon cher monsieur. Ça fait des années qu'on attend la réaction. Elle n'arrive toujours pas. Moi, mes plaintes ont toujours été classées sans suite, y compris menaces de mort, y compris... Non mais là, vous les connaissez en plus, ces personnes. Je veux dire, c'est pas comme si on devait rechercher quelqu'un. Vous savez où elle habite, vous connaissez l'identité de cette personne, donc ça devrait pouvoir se régler dans un pays normal. Ce qui me révolte, c'est ça, c'est que après l'agression, la personne est rentrée chez elle, elle a continué son train de vie normalement, comme d'habitude, et le médecin rentre à la maison se faire soigner. Que vous dit le policier, monsieur? Que vous dit la police? Porter plainte. Mais si vous voulez, nous on s'attend à quelque chose d'un peu plus fort, un peu plus significatif, d'aller interpeller immédiatement la personne, de la ramener au commissariat et de entendre sa version, et ensuite lui faire comprendre que son geste est grave, qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, cette personne, elle s'est comportée pour elle a eu un comportement normal. Le médecin a refusé de lui donner l'ordonnance, donc il lui a donné une leçon. Et voilà. Mais quand vous nous dites par exemple que de nombreux patients qui visiblement disjonctent, ou quand ça vous arrive avec nos équipes, vous nous avez dit bon voilà, ce qui se passe en réalité, c'est que c'est une impunité totale. Donc dans les faits, comment ça se passe? Vous portez plainte et quoi? La même patiente revient 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après se faire soigner? Non, en général, les gens qui ont eu un comportement agressif, ils ne reviennent plus au cabinet d'abord parce qu'ils savent qu'on ne va pas les recevoir et qu'au contraire, on risque d'appeler la police. Moi, il n'est pas question de recevoir cette famille qui s'est comportée comme ça. Il n'est plus question de les recevoir, de les soigner. C'est le minimum que je peux faire. Bien entendu, en dehors des urgences. Je suis médecin, on doit apporter assistance à tout le monde. Mais en dehors de ces cas d'urgence, il n'est pas question que je soigne quelqu'un qui est venu donner une correction à un médecin quelqu'un qui a refusé une ordonnance, oui. Oui, parce que le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas. Si vous voulez, les gens sont frustrés. Ils n'ont pas appris. On leur a toujours dit oui, le jour on leur dit non, ils pètent un câble. Le non du médecin, c'est pas un non punitif. On dit non parce que c'est dans l'intérêt du patient. Quand on dit non, c'est pas contre vous. Voilà, il y a des règles, mais quand on vous dit non, c'est parce que on estime que pour mieux vous soigner, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il aurait donné une ordonnance, il y aurait eu des conséquences graves. Le médecin est responsable. Donc le médecin il prend ses responsabilités, mais malheureusement, ça se comprend pas. En face, on a une autorité laxiste. Les plaintes justement ne sont classées sans suite. On fait pas comprendre aux patients son comportement et on laisse faire et on va même pas interpeller quelqu'un qui est identifié, on sait où il habite, la police ne va pas l'interpeller pour lui demander des explications. Et malheureusement ça, et je dois les dire vraiment très très fort, c'est le comportement, c'est ce qui se passe dans les quartiers nord. Parce que à Marseille, vous avez les quartiers nord qui, on va dire, l'équivalent de la banlieue à Paris, et vous avez les quartiers sud. Dans les quartiers sud, ce comportement, on ne serait jamais passé de la même façon. On aurait été chercher la personne. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe clairement dans les quartiers nord? C'est une vie parallèle?
Ce qui se passe dans le quartier nord, c'est que c'est une sous-population marseillaise. C'est une sous-population. Je suis désolé, c'est considéré comme une sous-population. C'est une population non considérée. On peut dire que la police n'a pas les mêmes moyens dans les quartiers nord que dans les quartiers sud. Quand la police peut venir dans les quartiers nord, parce que les nombreux retours parfois du terrain, c'est qu'ils n'ont même pas la possibilité de rentrer dans les quartiers nord. Oui, mais là, en l'occurrence, là où j'exerce, c'est sur la grande avenue du 15e arrondissement. C'est l'ancienne route de Daix. C'est une grande artère. C'est pas dans une cité. Et il n'y a aucun risque la police passe régulièrement dans le quartier. D'ailleurs, ils se sont déplacés après l'incident au cabinet. Mais c'est-à-dire que chacun ait fait un petit bout de son travail, mais il n'y a pas de cohérence dans le travail. Il n'y a pas de réponse adaptée à l'incident. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est quelque chose de ce qui s'est passé de très grave. Je suis sûr que dans certains bureaux, c'est 2 pages, et puis c'est dans un tiroir, et puis on n'en parle plus. Mais quand on regarde les journaux locaux, et quand on passe même un peu de temps au téléphone avec vos confrères, ou même avec vous sur Sud Radio, Saïd Ouichou, c'est la première chose dont ils vous parlent en réalité, c'est-à-dire de cette impunité, de ces agressions quotidiennes, de cette violence. Donc qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que quand on est médecin à Marseille maintenant, exercer, c'est prendre le risque d'être tabassé? Absolument. Quand on est médecin dans les quartiers nord, quand on est médecin dans les quartiers nord, mais pareil, quand on est soignant dans les quartiers nord, quand on est pharmacien dans les quartiers nord, c'est-à-dire que le passage à l'acte, il est impuni dans les quartiers nord de Marseille. Vraiment, je dois le dire haut et fort, et ce n'est pas du tout le même comportement de l'autorité pour le même événement. Mais que vous disent les maires dans ce cas-là, éventuellement le maire ou même votre député local, ou je sais pas, il y a quelque temps à Marseille, on nous avait pourtant promis la place nette version XXL avec Gérald Darmanin et la moitié du gouvernement qui s'était dépassé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas efficace en fait. Je pense que le problème il est complexe, il est multifactoriel. On n'est pas, il n'y a pas qu'une chose à régler. Ça va de. Moi, j'ai discuté avec une directrice d'école. De maternelle, elle me dit quand ils arrivent au CP, on sait qui va s'en sortir et qui va pas s'en sortir. Elle m'a dit qu'on n'a pas les mêmes exigences à l'école à Saint-Louis, pour citer cette école maternelle de Saint-Louis, on n'a pas les mêmes exigences pour les enfants, on n'a pas les mêmes exigences que dans d'autres quartiers de Marseille. Donc c'est là où je vous dis, les quartiers nord est considéré comme une sous-population, ils sont en marge de la société, en marge de Marseille, et c'est vrai, s'il y a des moyens à donner, il faut les donner pour sortir cette population de cette précarité à tous les niveaux. Et aussi, donc il faut punir bien sûr, il faut agir en amont, mais punir aussi, je vous dis, c'est cette loi qu'on attend toujours du délit. Un délit quoi? Un délit aggravé quand on s'attaque à un soignant? Voilà, quand on touche à un soignant. Alors elle existe pour le soignant hospitalier, mais pas pour le soignant libéral. Pourquoi? Le soignant hospitalier, j'ai envie de dire, il est déjà entre les murs de l'hôpital. Moi, ma collaboratrice, quand elle a été agressée, elle était toute seule dans les locaux. Et j'aurais pu continuer à la taper toute la nuit. J'aurais pu continuer. Donc il nous faut cette loi. C'est une urgence. Cette loi doit arriver rapidement pour protéger les soignants et s'ils veulent qu'on continue toujours à exercer dans certains quartiers. Mais moi j'ai peur que si ma collaboratrice s'en va, ce qui est très probable, c'est que je la suive et que ces quartiers petit à petit ce quartier va se vider de ses soignants et après on va faire le constat que qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ça va être un peu trop tard et ça va être beaucoup plus difficile de se relever parce que là, ce qui se passe aujourd'hui, réagir avant qu'il soit vraiment trop tard. J'ai envie de dire presque on est en train de mettre un pas dans le trop tard, mais il faut vraiment agir et le rassemblement que j'organise le jeudi prochain à 18h. À 18h, le maire du secteur sera présent, le député de la circonscription sera présent, le faudra préfet, leur dire tout je ça. pense. On attend la confirmation. Il y aura les habitants, il y aura des soignants. J'appelle vraiment tous les habitants et tous les Marseillais qui sont solidaires des soignants de venir. C'est à 18h le jeudi devant prochain. Votre cabinet au 82 avenue de la Visite. De la Viste. Donc c'est à mon cabinet, c'est devant mon cabinet. Donc on va interpeller les autorités, on va leur demander leur avis, les propositions, et ils veulent vraiment prendre à bras le corps ce problème d'agression des soignants, parce que ça se répète. Je veux dire, c'est pas, moi ça fait des années que ça se répète, et encore là je me suis dit ça y est, c'est calmé. Non, c'est toujours là ce problème, et cette impunité. Quand le médecin a dit à la patiente, je vais appeler la police, lui a rayonné.
Oui, mais Saïd Ouichou, la dernière question, elle est évidente après l'agression que vous venez de dire, qu'a vécu votre collaboratrice, et avec l'ambiance que vous nous décrivez de, on va dire, ce à quoi ressemble votre quotidien. Pourquoi vous restez ? Pourquoi vous partez là maintenant ? Je reste parce que j'aime mes patients. Je reste parce que j'aime mon métier. Je reste parce que la majorité des habitants, de mes patients des quartiers nord, je n'ai rien à leur reprocher. Une très 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 grande majorité. C'est des gens très bien. C'est des gens qui demandent qu'à vivre normalement. C'est des gens qui demandent qu'à vivre comme tout le monde. Ils demandent à être respectés comme tout le monde. Donc vous essayez d'apporter un peu de normalité au milieu de tout ça. Oui. Ils veulent être traités comme tous les Marseillais. Donc ce combat aussi, ce coup de gueule, je le fais aussi au nom des habitants pour qu'on puisse leur apporter des solutions dans leur quotidien et qu'ils puissent avoir toujours des soignants. Et je l'espère d'autres qui vont venir s'installer là, parce que comme c'est un désert complètement, tous les médecins qui sont partis, il n'y en a aucun qui s'est fait remplacer. Il n'y en a aucun qui s'est fait remplacer. Ça se vide. On n'a pas de spécialiste dans les quartiers nord. En tout cas, le message est passé, Saïd Ouichou. Merci beaucoup d'avoir parlé vrai sur Sud Radio après l'agression très violente de votre collaboratrice. On le rappelle, 4 jours d'ITT juste pour avoir refusé de délivrer une ordonnance, et vous organisez un rassemblement citoyen suite à cette agression jeudi 22 août à 18h devant votre cabinet 82 avenue de la Vis. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on décolle en direction de la Russie, plus 3% de croissance en 2024. Mais comment cela se fait que l'économie russe se porte aussi bien? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et notre deuxième fait du jour se déroule en Russie. Malgré les sanctions occidentales, l'économie russe semble en très très bonne santé. On attend une croissance de 4% pour l'année 2024. Le taux de chômage est au plus bas. Le PIB devrait augmenter de 3%. Bref, tous les indicateurs semblent au vert. Bonjour Cyril Brett. Bonjour. Vous êtes géopoliticien, spécialiste de la Russie et chercheur à l'Institut Delors. Peut-on regarder, c'est la première question qui me vient, elle semble naturelle, est-ce qu'on peut regarder tous ces chiffres avec sérieux ou tout cela n'est qu'incertitude de propagande ? Bon, ces chiffres sont confirmés aussi par des instituts occidentaux, mais il faut toujours prendre les chiffres russes avec 2 réserves. La première, c'est qu'effectivement, l'indépendance des instituts statistiques n'est pas garantie. Et certaines données qui sont particulièrement sensibles, comme par exemple le niveau des réserves fédérales, les deux grandes réserves n'est sans doute pas exact. Et la deuxième réserve, c'est que toute l'économie russe est déformée par l'effort de guerre qui dure maintenant depuis 2 ans et demi, et qu'une économie de guerre ne fonctionne absolument pas, ni en Russie, ni en France, ni aux États-Unis, comme une économie normale. Donc ces chiffres peuvent être exacts, peuvent être déformés pour certains quand ils sont sensibles, mais ils reflètent aussi une réalité qui est économiquement est très déformée par la guerre. Mais vous venez de nous l'expliquer, c'est comment justement essayer de comprendre cette aussi bonne forme économique, si ce n'est par l'économie de guerre. Alors, vous nous dites que ça ne marche pas, pourquoi ? Oui, alors d'abord parce que c'est provisoire. Vous imaginez bien, par exemple, que le secteur des munitions et de la production des munitions engage énormément de monde, suscite beaucoup d'investissements publics, mais enfin c'est provisoire. La guerre n'est pas le régime normal d'une économie. Et puis, vous avez raison de souligner d'excellents chiffres normalement de la croissance du PIB. D'autres chiffres sont beaucoup plus inquiétants, comme le très haut niveau des taux d'intérêt, qui sont supérieurs à 15%. Qui ont été totalement relevés, qui frôlent les 18%. Exactement. Et il faut bien voir que les taux d'intérêt, ça détermine aussi les investissements à long terme. C'est-à-dire que si je veux créer une entreprise en Russie, il faut que j'emprunte. Si j'emprunte à 18%, c'est quasiment prohibitif. Donc c'est extrêmement. Il y a certains indicateurs sont très positifs, la croissance, le chômage. D'autres indicateurs sont beaucoup plus inquiétants. Les taux d'intérêt, comme on vient de le dire. Et puis certains indicateurs qui sont moins mis en évidence, et notamment le taux de consommation de ces fameux 2 fonds de réserve. Le fonds de bien-être et le fonds de prospérité, qui sont les espèces de bas de laine en fait de l'économie russe. Donc vous dites que mine de rien l'économie repose, ou en tout cas il faut être prudent parce que il y a des zones d'instabilité ou des zones de turbulence qui peuvent provoquer, on va dire, une sacrée tempête dans les mois, années à venir. Mais quels sont en fait, si on essaye de voir ça et de faire un peu de prévision, les prochains risques pour Vladimir Poutine? Est-ce que c'est par exemple se retrouver face à une pénurie de main-d'œuvre pour l'économie, l'effort de guerre, ou justement de ne plus avoir de ressources potentiellement financières pour justement mettre de l'argent sur la mobilisation, les primes des soldats, la construction de certaines structures à certaines frontières? Oui, alors
Sur la main-d'œuvre et sur le taux de chômage, là, ce sera pas une donnée qui sera critique ou qui sera difficile. Premièrement, tout simplement parce qu'un taux de chômage très bas, ça pousse les salaires à la hausse. La hausse des salaires est de près de 15% par an. Donc, ça satisfait la population. Donc, ça renforce la consommation. Donc, le sentiment de bien-être. Donc, une espèce de bulle d'euphorie sociale qui est organisée par le gouvernement, effectivement, pour faire que la guerre soit supportable. Et d'autre façon, il y a des réserves de main-d'œuvre pour la Russie, notamment en Asie centrale, qui permettront de pallier ce genre de difficultés. En revanche, effectivement, à moyen terme, et c'est la consommation des réserves de change, c'est extrêmement préoccupant. Puis il y a une immense fragilité qui est structurelle à l'économie russe depuis qu'elle existe depuis les années 90. C'est la dépendance au prix des hydrocarbures. Et la dépendance au prix des... Là, pour le moment, les hydrocarbures se sont maintenus. Le prix des hydrocarbures se sont maintenus. Et le jour où ça décrochera, exactement. Ça entraînera tout un pays. En fait, c'est pas grave. On pourrait dire que toutes les économies libérales ou illibérales sont exposées à ce risque-là. Le gros problème, c'est que la Russie n'a pas la main sur le prix des hydrocarbures et qu'elle est exposée du jour au lendemain à un crack. Et d'une façon qui est considérable. Au sens où c'est quasiment la moitié des ressources de l'État fédéral, donc la moitié des ressources de l'effort de guerre qui sont exposées au cours des hydrocarbures. Et il en va de même aussi pour les cours des denrées alimentaires, parce qu'on le voit mal, mais l'agrobusiness russe s'est rétabli en 10 ans, est devenu fortement exportateur. Si une surproduction est constatée en Australie, au Canada, là aussi, ça aura un effet dépressif sur les cours, et donc les exportations russes et donc les rentrées de devises seront beaucoup plus difficiles. Cyril Brett, vous êtes géopoliticien, spécialiste de la Russie et chercheur à l'Institut Delors. Vous évoquez la consommation et c'est vrai que quand on se plonge en détail dans certains chiffres, c'est tout bonnement hallucinant. La consommation a augmenté de 20% sur l'année, 80% de consommation en plus par exemple sur les mousseux champagne, sur les cognacs c'est près de 20%, plus d'investissements sur les automobiles ou les meubles, c'est-à-dire de gros achats. Qu'est-ce qui fait que ces chiffres nous donnent franchement l'impression, avec notre point de vue extérieur, que Moscou est une fête? Ce qui fait la consommation à court terme, donc toutes les denrées alimentaires, l'alcool, etc., c'est évidemment un surcroît de revenus, c'est-à-dire les pensions, les subventions qui sont distribuées aux ménages, et notamment aux ménages des combattants, mais aux blessés. Et là, encore une fois, c'est tout à fait louable de rémunérer les familles, mais enfin, ça a un effet de bulle très important sur les familles qui n'est pas soutenable, surtout si on voit quelles sont les capacités de production de l'industrie russe elle-même pour la consommation de masse. L'industrie de guerre russe tourne à plein régime, mais pas l'industrie des biens de consommation. À long terme, donc les biens d'équipement, l'automobile, l'électroménager. Là encore, ce qui augmente le pouvoir d'achat des ménages, c'est la distribution de très fortes subventions aux familles, mais qui, encore une fois, ne peut être que provisoire et qui est exposé à des chocs exogènes, la chute des hydrocarbures, une attaque contre le rouble et le renchérissement éventuel des importations, parce que tous ces biens qui sont consommés sont en très grande partie des biens importés, et les fournisseurs de la Russie, notamment la Chine, ne sont pas forcément enclins à maintenir un niveau de prix qui soit supportable pour les ménages. Vous parliez de la Chine, en effet, rien que sur l'année 2023, les échanges commerciaux ont atteint des records, près de 240 milliards de dollars, et ce sera ensuite ma dernière question, Cyril Brett. Cette économie russe ne se maintient-elle pas aussi à cause des errements des Occidentaux? Parce qu'après 2 ans de guerre, l'Union européenne n'arrive pas encore à se détourner des énergies fossiles russes. Si on a calmé les importations de gaz, on est passé de 40% à 15%. Seulement, on a appris il y a quelques jours que le GNL, donc c'est le gaz naturel liquéfié, par bateau avait augmenté de près de 10%. Donc est-ce que c'est bien beau de donner des leçons de morale sur les plateaux, de faire des tweets, de faire des communiqués, mais mine de rien, les pays de l'Union européenne, France y compris, on aide encore, mine de rien, Vladimir Poutine à se maintenir ou à maintenir son économie dans une certaine tranquillité? Oui, il y a plusieurs questions très intéressantes dans votre réflexion. La première, c'est la dépendance aux hydrocarbures, mais aussi aux minerais de l'Europe à l'égard de la Russie. C'est une dépendance qui a plusieurs décennies d'existence, qui date de l'URSS, et ça ne se débranche pas en 3 années de guerre. Donc c'est un peu normal qu'on n'ait pas trouvé de source alternative. Pour ce qui est du GNL, vous avez parfaitement raison. En revanche, les approvisionnements en GNL bénéficient essentiellement à 3 États.
les États-Unis, le Qatar et l'Algérie. Pas du tout à la Russie. Enfin, c'est marginal. Et j'en reviens à votre première question, qui est effectivement où va l'économie russe dans ses rapports avec la Chine. Bon, c'est très simple, la balance commerciale entre la Russie et la Chine. La Russie importe massivement des biens de grande consommation, machines-outils, automobiles, électroménagers de Chine, et en échange, elle vend à des prix qui ne sont pas très avantageux ses minerais et son pétrole. Donc, les termes de l'échange sont extrêmement désavantageux pour la Russie, pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas à long terme. La Russie se positionne effectivement simplement comme un fournisseur de matières premières exposé à des variations de cours internationales de la plus grande économie mondiale, donc en gros comme un vassal économique. Merci beaucoup Cyril Brett, géopoliticien spécialiste de la Russie, chercheur à l'Institut Delors, d'avoir mine de rien parlé vrai sur Sud Radio et d'essayer et de nous avoir permis de comprendre comment l'économie russe avait une si bonne santé ces derniers mois. On le rappelle quand même, plus 3% de croissance en 2024. Dans quelques instants, il sera 10h30, ce sera l'heure des grands débats de l'été. Nos mousquetaires entrent en studio et on se posera cette question: un mois sans Premier ministre, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter la blague? Il faut bosser, les Français attendent des réponses. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Allez, 1h30 de conversation, de débat, d'échanges musclés pour décortiquer l'actualité aujourd'hui autour de la table. Carlos Martins Bilongo, bonjour. Bonjour. Vous êtes député France Insoumise dans la 8e circonscription du Val d'Oise. Merci d'être avec nous en direct. Maxime Thiebaud, avocat. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Et Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, qui est une agence de communication et auteur de La Com, qui est un métier. Et croyez-moi, la communication à nouveau va être au cœur de certaines de nos discussions. On va rentrer clairement dans le vif du sujet ce matin dès le premier débat et on attend votre coup de gueule, votre coup de cœur ou même vos réactions franchement pour venir discuter avec nous au standard sur l'application Sud Radio et appelez-nous 0826 300 300 et même directement sur les réseaux sociaux parce que ça fait un mois désormais que nous sommes sans Premier ministre, donc sans gouvernement ou alors un gouvernement démissionnaire, c'est-à-dire qui est chargé selon la bonne formule de gérer les affaires courantes, mais quand même depuis quelques semaines et vous le savez auditeurs de Sud Radio, on a des situations catastrophiques un peu tous les jours. On a des urgences qui sont en grève, on a des médecins qui sont obligés de s'arrêter ou de faire des grands rassemblements parce qu'ils sont agressés. Encore ce matin à 10h, vous avez pu entendre ce témoignage. 4 jours d'ITT quand même pour le refus de délivrer une ordonnance. La rentrée scolaire approche. On a vu qu'il y avait par exemple du manque de matériel chez les pompiers. Et puis il y a ce qui se passe évidemment dans le monde, au Moyen-Orient, en Ukraine. Donc la question elle est simple. Auditeur 0826 300 300, j'insiste. Est-ce que la blague est pas finie? Il faut nommer un Premier ministre. Il nous faut un gouvernement pour s'emparer de tous les problèmes qui arrivent à bras-le-corps. Et j'ai même pas parlé du budget qui arrive début octobre. Autour de la table, qu'est-ce qu'on en pense? Je me tourne d'abord vers vous, le communicant, Frédéric Fougera. Est-ce que ça vous interpelle? Ça m'interpelle parce qu'il y a un moment, il va bien falloir avoir un gouvernement, ça c'est certain. Je voulais juste revenir sur les affaires courantes. C'est pas seulement une bonne formule, c'est quand même quelque chose, c'est cadré, ça limite le pouvoir d'action des ministres démissionnaires. Donc faut être clair avec les choses. Je m'amuse aussi dans cette situation, qui n'est pas peut-être particulièrement amusante, mais je m'amuse de l'intérêt qu'on porte au budget. On n'a jamais autant porté intérêt au budget. Il faut que le budget soit voté. C'est peut-être une bonne chose. Oh là là, ce que le budget tout d'un coup intéresse tout le monde, en tout cas tout le bruit, toute la classe du bruit médiatique. Donc oui, il faut un gouvernement. Il y a un moment, il faut un gouvernement. On est dans une situation inhabituelle, je pense jamais connue, en tout cas sous la Ve République, d'avoir un gouvernement démissionnaire pendant plus d'un mois qui dure aussi longtemps. Mais moi, je voudrais vous poser une question et et illustrer le sujet. Ça va permettre de se détendre 5 minutes avant de se taper dessus. Et je voudrais savoir si vous savez, en toute courtoisie quand même. Si vous savez, Maxime, ce qu'est un informateur. Alors je vous pose la question à vous parce que je sais qu'il y a au moins une personne dans cette salle qui potentiellement sait ce qu'est un informateur. Le député sourit. Voilà. Eh bien, en République démocratique du Congo, parce que c'est bien aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et puis on va pas souvent voir ce qui se passe sur le continent africain. Eh bien, le président de la République élu, après les élections législatives, nomme un informateur. Et quel est le rôle de cette personne? Dans le dernier cas, le président Tshisekedi a été élu le 20 décembre dernier avec des législatives et il n'a nommé un gouvernement que 4 mois plus tard. Donc je dis pas qu'il faut copier, je dis pas que c'est bien, et je ne compare pas, j'illustre. Eh bien, l'informateur, il a pour mission officielle d'aller au Parlement
et de dire à chaque groupe politique, là en l'occurrence il y en a 44 en RDC, donc c'est beaucoup, mais peu importe, c'est une illustration, de dire est-ce que vous faites partie de la majorité, est-ce que vous faites partie de l'opposition. Et tant que l'informateur n'a pas fait son rapport au président de la République, le président de la République ne connaît pas la majorité sur laquelle il peut s'appuyer ou non. Eh bien, plutôt que de nous envoyer tous les uns les autres des courriers, plutôt que de faire des négociations sous la table, je trouve ça missionner quelqu'un pour je trouve ça pas inintéressant. Alors c'est pas notre pratique, ça ne se fera pas aujourd'hui, voilà, mais c'était pour illustrer. Je trouve ça intéressant qu'il y ait une personne dont la mission officielle soit d'aller illustrer qui fait partie de la majorité, qui fait partie de l'opposition. Voilà. Je pose la question au député Carlos Martins Bilongo, député LFI. Rassurez-moi, il n'y a pas eu d'informateur. Vous n'avez pas vu d'informateur passer dans les rangs de l'Assemblée nationale. La fonction n'existe pas chez nous. En fait, non, mais c'était une illustration, bien sûr. Pour l'instant, en France, c'est inexistant. Ça existe aussi en Belgique. Ils ont un informateur qui a été nommé récemment après les législatives qui se sont déroulées il y a quelques semaines. Et il a ce rôle de chercher des coalitions et des majorités. Mais voilà, les Français aujourd'hui attendent des réponses sur différents sujets, comme vous l'avez évoqué, que ce soit les étudiants, que ce soit les lycéens, les parents d'élèves qui vont être amenés à déposer leurs enfants à la rentrée, etc. Vous avez la situation qui est liée aussi à la justice sociale. 3 millions de Français sont au SMIC, ils veulent des réponses. Moi aussi, j'ai des milliers de retraités dans ma circonscription qui... quand ils ont voté le 30 et le 7 juillet, ils se sont dit, si je vote pour le NFP, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Parce que je devais aller à la retraite juste avant que la réforme soit imposée par Macron. Maintenant, c'est repoussé. J'ai 2 années à faire en plus, 3 années à faire en plus. Et sur le moral des Français, ça joue. À un moment donné, ils veulent des réponses. C'est quand on a un président qui repousse l'échéance, qui joue sur les JO pour faire de la récupération. Pour les Français, c'est totalement ubuesque parce que c'est véritablement insultant. Pour vous, il est urgent de nommer un gouvernement et un Premier ministre. Quand on arrive à un mois, avoir un gouvernement. On a un gouvernement démissionnaire avec la gestion des affaires courantes. Vous avez les ministres démissionnaires, Gabriel Attal, séjournés qui ont été voir le 14 juillet au CESE. Les Français s'interrogent. Moi, dans ma circonscription, on me demande qu'est-ce que fait un député, parce que M. Attal est député maintenant, parce qu'il est venu voter au Parlement au moment où il fallait voter pour les bureaux de l'Assemblée nationale. Vous pouvez pas venir voter pour les bureaux de l'Assemblée nationale et ensuite vous repartez à Matignon. À un moment donné, la Constitution, voilà, il y a un flou, donc c'est possible. Mais à un moment donné, pour la compréhension des Français, déjà qu'ils ont du mal avec la politique, un certain détachement, on essaie de les rattacher à la politique. Il y a une dissolution qui arrive le 30 juin. Certains avaient préparé des vacances repoussées, etc. Oui. Il y a une belle participation. Qu'est-ce qu'on en fait après ? Ça devrait être un moment de politique responsable. Maxime Thibault, avocat, est-ce que ça vous interpelle à ce point ? Je veux dire qu'il n'y ait pas de gouvernement où finalement la Constitution le permet, et c'est peut-être à l'homme de loi que je m'adresse. Il y a une Constitution, on peut la respecter. Mais c'est la trêve. On a eu la trêve des Jeux Olympiques, on a maintenant la trêve estivale, donc les gens se reposent après avoir fait la fête, le gouvernement se repose après avoir fait la fête, et puis il faut être honnête, il y a beaucoup de politiques qui ne sont pas présents en ce moment, parce que tout le monde est lessivé. Il y a eu les élections européennes déjà qui ont occupé pas mal les parlementaires, il y a les élections législatives en suivant qui ont occupé tout le monde, et ça, le président de la République le savait, qu'il allait avoir besoin d'un repos, et puis il s'est exprimé comme ça, c'est-à-dire que pendant les Jeux Olympiques, vous avez beaucoup de députés qui ont disparu, et puis là, avec la trêve estivale, et puis le 15 août qui se présente, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas présents. Donc, en fait, cette gestion des affaires courantes, alors c'est la première fois qu'on voit un temps aussi long. Le précédent, c'était 9 jours. Là, on est à 37, 38 jours. C'est ça, plus d'un mois. Donc, effectivement, il y a un vrai problème, surtout s'il venait à se présenter une vraie crise. Parce qu'on ne serait pas en capacité de pouvoir, d'un point de vue constitutionnel, faire jouer l'ensemble du panel législatif qui est à la disposition du gouvernement. Et donc, ça voudrait poser quelques problèmes. Maintenant, la question d'un gouvernement, effectivement, elle va se poser. Elle va se poser de manière encore plus prégnante, que la rentrée va arriver et que vont arriver des échéances obligatoires de vote, notamment du budget. Et moi, j'ai pas de solution. Je le dis sincèrement, alors je vois la gauche jouer son jeu avec sa première ministre potentielle, etc. Qui parle encore aujourd'hui. Il fait son job, et puis c'est plutôt logique de sa part et plutôt intelligent pour le coup, parce qu'ils ont essayé de faire apparaître quelqu'un. Le centre essaye de discuter avec Valérie Pécresse qui comme on a montre un petit peu. Vous dites un peu, on se retrouve aussi dans cette situation parce que comme il n'y a rien qui émerge, que ce soit à droite, à gauche ou même au centre, non, mais il n'y a rien qui peut émerger. Strictement rien qui peut émerger. Vous avez 3 blocs à l'Assemblée nationale. Personne ne votera une confiance pour quelqu'un d'autre. Ces blocs sont irréconciliables. Moi, je pense qu'en réalité, on ne peut pas avoir de gouvernement en France. Tout simplement. On va avoir des premiers ministres qui vont être nommés parce qu'à un moment, l'Élysée va être obligé de nommer un premier ministre.
Mais c'est pas sûr que ce dernier ait la confiance. Et en tout cas, le jour où il voudra s'imposer politiquement, il perdra la confiance de l'Assemblée nationale et on rentre dans une crise sans précédent à l'Assemblée nationale et en tout cas en France, parce que je pense qu'il n'est pas possible d'avoir un nouveau gouvernement. Et tout simplement parce que le résultat qu'ont offert les dernières législatives, les résultats qui en sont sortis, fait que... Et Emmanuel Macron a voulu, par le jeu du deuxième tour, empêcher le Rassemblement national d'avoir suffisamment de parlementaires pour pouvoir jouer la carte de la cohabitation et avoir le pouvoir. C'est son choix politique. Maintenant, il faut qu'il assume derrière, qu'il ait créé une tripolarisation de l'Assemblée nationale qui fait que la France est ingouvernable. Qu'il tire les conséquences. Mais oui, qu'il tire les conséquences. Et je pense que les conséquences vont être, premièrement, une instabilité gouvernementale, avec une réponse constitutionnelle qui serait celle d'une dissolution qui n'est pas possible, telle que le prévoit la Constitution, avant juin 2025. Donc il va nous rester d'autres possibilités. La possibilité de l'homme d'honneur et du chef d'État qui voudra que, s'il y a une instabilité politique et qu'il doit être garant de la stabilité politique en France, et de remettre son mandat en jeu. Et je pense que la question d'une démission de la présidence de la République va se poser, soit par lui-même, soit par la pression qui va exister derrière des institutions et des corps intermédiaires. Soit il y aura un jeu de déchéance qui va se mettre en place et on n'est pas à l'abri que la haute cour puisse se rassembler à terme après que 2/3 des députés tirent la conséquence que la France est ingouvernable et que le Sénat suive derrière et que la haute cour, qui peut juger de la responsabilité politique du président de la République, décide de sa déchéance. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Frédéric Fougera, face à ce petit coup de pinceau sur le paysage politique. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Maxime, mais je voulais juste dire avant, en fait, on se pose la question de à quand un gouvernement, mais en fait, la vraie question, c'est déjà à quand un premier ministre ou une première ministre, parce que ça, c'est peut-être la chose qui va nous arriver le plus rapidement possible maintenant, mais on n'est pas prêt pour autant d'avoir immédiatement un gouvernement. Je vous rappelle que le temps de constitution d'un gouvernement est assez long, dans la mesure où il va falloir composer avec certainement différentes formations politiques, ça va prendre du temps, entre le poids, la représentation de chacune de ces formations politiques, les égos de chacun et chacune qu'il va falloir gérer. Après, il va falloir contrôler les situations financières des uns et des autres, donc même quand une fois qu'il va être un gouvernement va être sur un papier avant qu'il nous soit communiqué, il va falloir du temps. Le gouvernement Attal, il y a eu un mois entre la nomination des ministres de plein droit et les secrétaires d'État. Donc, à quand un gouvernement et un gouvernement complet, on en est, je pense, très très loin. C'est pas pour tout de suite. Et pour rebondir sur ce que disait Maxime, oui, il y a 3 blocs irréconciliables apparemment, en tout cas à l'Assemblée nationale. Et je demande pas aux députés qui est présent d'être juge de paix sur ces questions-là. Ça semble être mais le plus gros problème, c'est pas tant qu'ils soient irréconciliables, c'est que c'est pas notre culture en France. On n'a pas une culture du compromis. On n'a pas cette culture-là. Donc en France, on a tort ou on a raison. Jamais on est des boutiquiers. On défend sa boutique. Tout ce qui est chez nous est bien, tout ce qui est ailleurs est mal. Tant qu'on restera dans cet état d'esprit et cette culture, ce tripartisme à l'Assemblée montre un blocage assez incontournable, quoi. Donc pendant un an, tant qu'on peut pas à nouveau dissoudre l'Assemblée et espérer avoir une majorité, parce qu'on peut la dissoudre dans un an et se retrouver exactement dans la même situation. Pire, 4 groupes, 4 groupes à 25%. Mais voilà. Donc qui a raison, qui a tort. En tout cas, le micro est ouvert et le téléphone, le standard aussi pour vous, auditeurs. 0826 300 300. Nous sommes avec Carlos Martin Biongo, député LFI, Maxime Thiebaud, avocat, Frédéric Fougera, président de l'agence de com Tenken. Et la question, elle est simple, c'est est-ce qu'il est grand temps de nommer un Premier ministre pour avoir un gouvernement? Parce que ça commence à chauffer. À tout de suite sur Sud Radio. 0826 300 300, 38 jours sans Premier ministre, donc sans gouvernement, ou alors avec un gouvernement démissionnaire. Et la question, avec tout ce qui se passe, que ce soit la rentrée qui arrive, que ce soit ce qui se passe dans nos commissariats, dans nos rues, et puis même la rentrée, ça veut dire éventuellement la reprise du travail, la rentrée scolaire, ça veut dire la reprise à un moment d'un budget qui ne passe plus, et puis aussi forcément l'espoir politique d'après les élections législatives qui s'amenuise, voire qui se perd. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous nous appelez depuis Melun. Comment allez-vous? Et surtout, la question, vous, est-ce que ça vous interpelle ou au contraire, pas du tout? Il faut prendre son temps pour un Premier ministre et faire un vrai gouvernement. Alors ça me fait avoir beaucoup de réflexions différentes. La première, c'est de dire que ça fait des années que des amis et des gens que je côtoie disent, et je le dis aussi, pourquoi changer des lois toute l'année, par exemple, alors qu'on a déjà a priori voté tout ce qu'il fallait pour que le pays tourne. Et je me dis que pour l'instant on n'a pas de gouvernement, donc pas de nouvelles lois, donc tous les gens qui disent tout le temps, les avocats,
les fiscalistes, les peut-être même les juges. On a tout ce qu'il faut. Arrêter de nous en donner les plus. Pour l'instant, on a, c'est ce que j'ai bien compris. Sur le millefeuille administratif, oui. On a une trêve et on va en pouvoir faire tourner ce pays avec ce qui existe déjà. Alors que d'habitude, on a une inflation sans arrêt. On se demande pourquoi les gens ont besoin de voter des lois nouvelles tout le temps sur tout un tas de trucs qui régentent la règlement. Voilà. Bon, donc là, je me dis, pour une fois, c'est bien, c'est calme. Ils vont pouvoir jouer avec travailler avec ce qu'ils ont. Ça peut être et puis ça pourrait peut-être montrer que ça pourrait fonctionner sans qu'il y ait de nouvelles choses produites sur cette partie-là. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'il y avait une partie qui était beaucoup plus difficile et beaucoup plus urgente, c'était la partie budget. Effectivement, l'argent, c'est comme l'énergie. Si vous n'en avez pas, le circuit s'arrête de fonctionner. Très belle métaphore, Olivier. J'adore Jancovici. Merci beaucoup. Et donc voilà, on est coincé de ce côté-là. Maintenant, moi, si vous voulez mon avis, aucun gouvernement pendant 1000 ans, si le gouvernement qu'on doit avoir est LFiste. Je dis pas nouveau Front Populaire, mais il faut quand même que les gens se dissocient de ces fous furieux de LFI. Moi, ça m'irait très bien d'avoir un socialiste de type, je sais pas, Rocard, Chevènement. Bon, d'accord, c'est des socialistes un peu à droite, mais des gens qui ont un cerveau, qui sont structurés, qui veulent faire du social. Donc, ce que vous dites, Olivier, parce que là, ça va forcément créer un dialogue, et on a Carlos Martins Di Bilongo qui est là, député LFI. Vous dites en fait, attendez, moi je vous le dis franchement, je préfère même que ça dure encore un mois avec un gouvernement démissionnaire plutôt que d'avoir un Premier ministre LFI et donc un gouvernement qui lui ressemble. Qu'est-ce que vous répondez à l'auditeur Olivier, monsieur le député? Je pense que notre programme, il est viable et validé par des économistes. Moi, j'ai pas l'air d'un fou furieux. J'ai pas été défini comme ça par les gens qui me connaissent et mes électeurs. Je pense qu'on peut avoir des divergences d'opinion sur différents sujets. Je pense que c'est le volet économique que nous reprochent les libéraux, soit de remettre en place l'ISF. Nous, c'est argumenté. Quand on a retiré l'ISF, il y avait une promesse de création d'emplois. Et quand on demande un retour sur exécution, est-ce que ça a donné les emplois qui étaient prévus? Non. Aujourd'hui, on a 12 millions de pauvres en France. À un moment donné, il faut une réponse. On est la 7e puissance économique du monde. On peut pas avoir soit des étudiants, des étudiantes, des foyers qui sont en difficulté, des enfants qui n'arrivent pas à se nourrir, et ne pas avoir de réponse politique, même si c'est difficile à entendre. Mais dès lors où nous, économiquement, on dit que 9 Français sur 10, aucun ne verront leurs impôts augmenter. 9 Français sur 10. Je comprends ensuite que les seuls Français sur 10 qui restent, qui ont un appareil médiatique à mettre contre nous, usent de tout leur poids pour dire les insoumis sont des fous furieux. Les insoumis sont des fous furieux. C'est Olivier, auditeur Sud Radio, qui a appelé le 0826 300 300. Olivier, admettons que le fou furieux était certes le parler vrai Sud Radio, mais qu'il était un peu démesuré. Concrètement, qu'est-ce qui vous inquiéterait, puisqu'on a un député LFI avec nous, autant engager le dialogue. Qu'est-ce qui vous inquiéterait à l'idée justement d'avoir un Premier ministre LFI ou des ministres issus des rangs de Jean-Luc Mélenchon? Alors déjà, premièrement, vous êtes parti sur un sujet qui est plutôt consensuel, mais qui à mon avis est une mauvaise chose, c'est l'histoire des retraites et de l'ISF. L'ISF a été mis en France pendant des années, moi j'ai que les chiffres que me donnaient les informations et les journalistes, mais ça rapportait à peu près 10 fois moins que ce que vous pensez que ça va redonner là maintenant. Il faudra vérifier avec les chiffres entre vous, moi je les ai pas, je n'ai que ce que j'entends. Et pour la retraite, là, je vous rejoins sur les pauvres et les enfants qui n'ont pas à manger et les jeunes qui peuvent pas s'acheter d'appartement et qui peuvent pas avoir un boulot payé plus que le SMIC. Vous avez 400 milliards de retraites à payer par an en ce moment. 400 milliards par an, 398 milliards et des brouettes pour 1,7 actif pour un retraité. Vous voulez augmenter la charge de ce truc alors que les retraités, moi j'ai bientôt 60 ans, je vais être à la retraite, donc je vais parler contre ma propre paroisse. Mais vous pouvez pas payer des gens, entre guillemets, au chômage pendant 30 ans, s'ils vivent 30 ans, à une période où ils coûtent très cher à la Sécu parce qu'on tombe tous malades après, alors que cette spoliation pour les personnes âgées qui partent à la retraite fait que, à l'entrée, les jeunes n'ont ni boulot payé, ni capacité d'accéder à l'immobilier, puisque l'immobilier était trusté par la classe des 30 glorieuses qui a réussi à s'acheter un appartement, un truc, un machin. Olivier, donc, vous voulez mettre des gens à la retraite à 58 ou à 60 ans, alors qu'on est déjà à 400 milliards d'euros par an, je vois pas où vous trouvez l'argent et vous le piquerez nécessairement aux jeunes parce que c'est eux qui se retrouveront à avoir encore plus de charges s'il faut payer encore plus de retraite. Bon, merci beaucoup.
beaucoup Olivier, en tout cas pour avoir nourri l'échange et le dialogue et d'avoir appelé le 0826 300 300. Le député Carlos Martins Bilongo va vous répondre sur l'ISF et sur les retraites, sachant que sur l'ISF, pendant votre échange, j'ai vérifié, ça rapportait 5 milliards d'euros par an avant que ce soit supprimé par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et vous espérez que ça puisse rapporter 15 milliards dès 2024. C'est ça, 15 milliards, et c'est largement possible. Donc 3 fois plus que ça rapportait avant que ce soit annulé. Bien oui, parce qu'il y a, vous pointez ce chiffre. Il y a toujours 3 fois plus de milliardaires en France. Et le sujet sur les retraites, qu'est-ce que vous répondez? On a également, mis à part les jeunes, on a aussi des retraités qui sont en difficulté, qui ont du mal à se loger. Un retraité qui n'est pas propriétaire, avec sa pension de retraite, il n'a pas les moyens de payer son logement et de se nourrir. Et mis à part ça, le vrai sujet, c'est qu'il faut une réponse réelle aujourd'hui. Et en fait, cette réponse, elle est politique et elle peut être amenée par n'importe quel groupe. Mais le groupe qui est arrivé majoritaire au Parlement, c'est le Front Populaire et qui doit être amené à gouverner. Maxime Thiebaud, on a bien vu aussi l'inquiétude de l'auditeur en disant mais moi je comprends d'un côté qu'il ne nomme pas un Premier ministre tout de suite parce que si c'est pour avoir un gouvernement LFI, surtout pas. Comment réagir face à ça? Emmanuel Macron ne nomme pas de Premier ministre pour le moment, tout simplement parce qu'il sait qu'il a le temps. Et les circonstances lui donnent raison. Il y a eu les JO, il y a maintenant la trêve estivale. Donc, et on parlait d'une informateur tout à l'heure, de l'informateur. Il existe, chacun a son téléphone portable. Oui. On a bien vu ce qui s'est passé ces derniers jours. Lucien Casté, Stéphane Séjourné, Gabriel Attal, dont on reparlera dans quelques instants. Bien sûr. C'était dans les colonnes du Parisien ou du Figaro hier. Elle expliquait que, vos confrères expliquaient qu'ils se voyaient souvent à l'Élysée, a priori. Donc, il y a des échanges. Il y a des tractations. Il y a des tractations. Mais effectivement, la question qu'il va devoir se poser, je voulais rebondir sur ce que disait votre auditeur tout à l'heure. On n'a pas besoin de voter de nouveaux textes pour appliquer ce qui existe déjà. Ça, c'est sûr qu'en France, on crève sous l'inflation législative. On est mais on n'avait pas besoin de textes dans tous les sens. En revanche. Non, ce qu'on a besoin, par contre, c'est d'un projet de loi de finances rectificative. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui de rectifier le budget qu'on avait voté, parce que chaque année, c'est ce qu'on fait. On vote un premier budget qu'on modifie ensuite dans l'année pour pouvoir continuer de dépenser correctement là où les besoins sont nés. Et le problème aujourd'hui, c'est que en ne faisant pas passer cette rectification, bien, on a des blocages qui commencent à arriver. On parlait des Canadair où il y avait des problèmes, des financements à certains endroits, on ne peut pas financer. Et la haute administration commence à dire bah oui, mais les enveloppes commencent à être vidées. Donc c'est là où les premiers points vont commencer à se poser. Il faut qu'on ait une assemblée qui puisse voter, mais on peut pas le faire sans gouvernement. Et ben voilà, en tout cas le ton est donné. Un mois sans Premier ministre, l'urgence d'un nouveau gouvernement. Vous nous avez appelé au 0826 300 300. Faites comme le camarade Olivier tout à l'heure. Appelez-nous, appelez le standard pour continuer à échanger. Dans quelques instants, un sujet qui va vous faire parler dans une petite commune du Nord, dans le Pas-de-Calais. On a décidé d'instaurer un couvre-feu parce que des mineurs ou des jeunes, en tout cas qui avaient près de 15 ans, commençaient à foutre le bordel. On va se demander si c'est pas un peu excessif pour la jeunesse. À tout de suite sur Sud Radio. Dans quelques instants, les infos de 11h. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et celui-ci, croyez-moi, il ne va pas tarder à vous faire réagir au standard au 0826 300 300 et même sur les réseaux sociaux et l'application de Sud Radio, parce que figurez-vous qu'il y a un maire d'une petite commune dans le Pas-de-Calais, Hénin. Le maire, il a décidé tout simplement de réagir en tant que bon père de famille. Il est père de 2 enfants et dans sa ville, sont apparus des tags, quelques incidents, des tentatives d'incendie. On a cassé quelques machines automatiques. Donc il a dit c'est très simple. À partir d'une certaine heure, tous les enfants de moins de 15 ans, couvre-feu obligatoire, je ne veux plus en voir un seul dans les rues. Donc la question elle est simple, est-ce que c'est la solution? Peut-être même faut-il le généraliser, parce en effet, les enfants de 15 ans, c'est chez les parents qui doivent être et pas dans les rues passer une certaine heure, ou alors est-ce que vous trouvez ça mais totalement excessif? Le député LFI, Carlos Martins Bilongo, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que déjà c'est un cas isolé. On est sur un village de 2000 personnes. Je pense que le maire connaît tous les habitants. Je pense que 2000 personnes, c'est assez petit. L'enfant mis en cause à 10 ans. Oui, pour un des événements, il a 10 ans. Ouais. C'est très jeune, c'est un cas isolé. On ne peut pas généraliser. En France, on a 33 000 communes. On est plus de 66 millions. Je pense que les parents sont assez responsables dans la globalité. Ces cas isolés, soit il faut les accompagner par une prévention, aller discuter avec les parents, voir le cas en question, ce qu'il en est, et ensuite généraliser un couvre-feu. Je pense que c'est trop excessif. Voilà. Frédéric Fougera, est-ce que c'est un cas isolé, c'est excessif, ou au contraire c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir appliquer un peu partout, parce que quand même, les enfants de 10 ans qui traînent dans les rues le soir, c'est loin d'être normal. Comme le dit Carlos, ça me paraît complètement démesuré. Effectivement, c'est un cas isolé, mais des cas isolés qu'on retrouve parfois souvent, ça me paraît complètement
Ça me paraîtrait complètement absurde de développer, imposer des couvre-feux pour les mineurs partout en France. Je pense que ce sujet, en fait, il peut s'aborder de plein de façons différentes. D'abord, le maire d'une commune de 2000 habitants, c'est un élu très isolé. Il a un micro-conseil municipal à ses côtés. Il a quasiment 0 employés municipaux. Il n'a pas de police. Donc, c'est un élu qui est complètement démuni. Donc, est-ce que il prend cette décision quelque part par aveu d'impuissance, ou est-ce que c'est une réponse médiatique? En l'espèce, je ne le sais pas, mais on peut se poser ces questions-là par rapport à l'impuissance de ces petits maires. C'est pas la même chose que quand c'est le maire de Nice qui prend cette décision. Oui. Même si être maire d'une grande ville a d'autres aussi des inconvénients, d'autres responsabilités. Lui dit, le maire, pour compléter ce que vous dites, il dit, il n'y a rien d'exceptionnel, ça devrait même pas être un arrêté officiel. Je suis père de famille, un enfant de moins de 15 ans n'a rien à faire après 22 heures dans les rues. Mais il a raison, mais là, vous m'emmenez dans la suite de mon raisonnement. Il y a une vraie question de responsabilité des parents. Et moi, je ne suis pas pour criminaliser les parents qui laissent leurs enfants en sortir. Faut-il d'ailleurs que les parents soient à la maison? Il y a des familles où les parents travaillent la nuit, et donc parfois les enfants sont seuls, ou c'est un grand frère, une grande sœur qui garde les enfants. Donc cette responsabilité des parents, elle est compliquée à établir. Bon, c'est pas parce qu'elle est compliquée à établir qu'elle n'existe pas ou qu'il ne faut pas la considérer. Oui, pour moi, c'est pas à un maire, c'est pas à un élu de décider que les enfants n'ont pas à être dans la rue, parce qu'effectivement, des moins de 15 ans ne devraient pas être dans la rue la nuit. Les parents devraient s'en occuper, ou la famille devrait s'en occuper. Mais le sujet est complexe, c'est pas juste il faut pas, il y a qu'à pas, c'est facile, c'est pas facile. Il faut tenir compte de tout ce qui concerne ce sujet. Avant de vous donner la parole, Maxime Thibault, avocat, on aura votre avis là-dessus, mais je veux partir au standard, rejoindre Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous appeler dès que vous avez entendu le sujet. Vous nous avez appelé ici sur Sud Radio. Vous habitez à Béziers, il y a un couvre-feu permanent à Béziers. Alors, il y a un couvre-feu permanent à Béziers qui avait été retoqué par le Conseil d'État en 2014, parce qu'ils avaient déjà essayé de faire un couvre-feu en 2014, et il avait été retoqué par le Conseil d'État, et là il est validé par le Conseil d'État, donc sur une décision du maire de Béziers. Et c'est vrai que nous on voit un changement de comportement, on voit des choses qui se passent relativement bien. Je suis pas tout à fait d'accord avec le monsieur qui parlait juste avant, parce qu'en fait, Frédéric Fougera, communicant. Voilà, parce qu'il explique que dans les petits villages, il n'y a pas grand-chose et tout ça. Moi, je suis à côté de Béziers, donc je vais régulièrement sur Béziers, donc c'est pour ça que je peux en parler. Je suis dans un petit village où on a 960 habitants, et effectivement, on a tous ces problèmes-là, parce qu'on a un maire qui bouge, il a un conseil municipal, il a une police municipale, parce qu'en fait, c'est une police municipale de proximité de plusieurs villages. Dès qu'il y a un problème, on peut appeler 24 heures sur 24, ça arrive. Et pour revenir sur la ville de Béziers, effectivement, moi, je vois qu'il y a des changements qui ont été faits, c'est-à-dire qu'on peut se promener maintenant sur Béziers sans être alerté par des mômes qui sont en train d'être un peu virulents auprès de nos copines, qui sont agressifs parce que on regarde tout le monde et n'importe quoi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, ça n'arrive plus. Et c'est vrai, ça arrive de temps en temps. Mais donc en fait, vous nous dites que je comprends bien, Cédric, vous habitez Béziers, il y a un couvre-feu permanent, et vous nous dites en fait, vous êtes dans un petit village à côté de Béziers, 960 habitants, et lui, il a réussi à obtenir des moyens ou à tirer les ficelles à droite et à gauche pour que justement on n'aille pas dans de telles extrémités, ou en tout cas la petite ville ne justifie pas certains excès. C'est ça que vous nous dites? Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, malgré tout, si le maire de mon village devait mettre un couvre-feu, je serais d'accord. Je trouve inadmissible de trouver des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, jusqu'à 16 ans, dehors, à minuit et demi, 1h du matin. À l'époque, à Béziers, vous alliez à Béziers, à 11h30, minuit, quand nous, on sortait du ciné à l'époque, on avait des mômes qui avaient 13, 14 ans, qui étaient dehors. Mais qu'est-ce qu'ils font dehors? Que font les parents? Alors, on nous dit, oui, les parents, ils travaillent des fois de nuit, c'est le grand frère qui gagne, il n'avait pas fait attention, mais on n'a pas 80% de la population de Béziers qui travaille de nuit, si je ne m'abuse. Mais à un moment donné, il y a eu du laxisme, les parents n'arrivent donc plus. Donc ça vous interpelle pas? Le rôle d'un maire, c'est aussi d'assurer la tranquillité de la ville. Restez avec nous, Cédric, restez avec nous, parce que Frédéric Fougera veut échanger. D'abord, je voudrais vous dire, monsieur, que je suis complètement d'accord avec vous. C'est complètement inadmissible qu'un enfant de moins de 15 ans soit dehors, à commencer pour sa propre sécurité. Un enfant est une personne fragile, donc elle est en insécurité elle-même.
problème en étant en dehors. Mais par rapport à ce que vous évoquiez sur Béziers, je voulais poser une question. On a un avocat sur le plateau. Ça m'intéresserait en fait de comprendre pourquoi le couvre-feu du maire a été retoqué, puis finalement validé. Et il me semblait qu'en fait il fallait qu'il y ait une durée limitée, donc ça ne semble plus être le cas. Qu'est-ce qui peut avoir amené à changer la situation ? Oui, alors, Maxime Thibault, l'homme de loi, avocat, pour aussi dialoguer avec Cédric. Avocat, oui. L'homme de loi est plutôt à ma gauche. Non, en réalité, si vous voulez, un couvre-feu, c'est une mesure de police administrative. C'est-à-dire qu'on vient restreindre des libertés publiques, des libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, etc. Tout un tas de libertés, et notamment pour les mineurs, leur liberté d'aller et venir pendant une certaine tranche horaire, donc entre 23h et 6h du matin. Et pour pouvoir limiter cette liberté d'aller et venir, il faut avoir une motivation, c'est-à-dire justifier d'un intérêt local, d'éléments objectifs qui viennent dire que la mesure de police administrative est proportionnée et nécessaire pour rétablir l'ordre public. Parce que c'est ça l'objectif. En fait, ce qu'a voulu faire Robert Ménard, c'est rétablir la sécurité publique dans certains quartiers de la ville de Béziers. Et donc, il a pris un arrêté interdisant aux jeunes entre 23h et 6h du matin, aux jeunes mineurs, de pouvoir aller dans ces quartiers et pouvoir se mouvoir librement dans les rues. Et il a apporté des éléments, notamment en démontrant devant le Conseil d'État qu'il y avait plus d'infractions que dans d'autres communes, qu'il y avait des réels troubles à l'ordre public, qu'il y avait beaucoup de problèmes. Donc il a justifié sa mesure. Donc le Conseil d'État a considéré que la mesure, elle était proportionnée à l'objectif de rétablissement de la sécurité publique. Mais si demain, il y a un nouveau recours qui est fait contre l'arrêté du maire de Béziers en disant, bah voilà, l'ordre public a été rétabli, il n'y a plus de troubles, la sécurité existe, les éléments qui viennent justifier cette mesure de police ne sont plus présents, eh bien, le Conseil d'État pourrait très bien dire, bah maintenant, il n'y a plus lieu de maintenir cette mesure de police. Ça, c'est totalement la police administrative, c'est comme ça. C'est en permanence, c'est une conciliation entre les libertés et le maintien de l'ordre public. Carlos Martins Vilongo. Sur justement toujours ça, et même moi j'ai l'impression que mine de rien ce maire il répond à une attente de ses habitants, et c'est ce que nous a dit Cédric au téléphone, qui nous a appelé au 0826 300 300. C'est que malheureusement, quand bien même autour de la table vous êtes visiblement assez d'accord pour dire que c'est excessif, que parfois ça n'oblige pas, etc., il y a aussi des habitants qui sont confrontés mine de rien à un monde qu'ils comprennent plus, une insécurité bien sûr, des petites dégradations. Donc au final on va peut-être appeler ça du bon sens. Bon, moi, je ne pense pas que l'insécurité, qu'a dit l'auditeur, elle réside chez les moins de 13 ans à Béziers. J'ai pas été à Béziers longtemps, j'y étais une fois peut-être dans ma jeunesse, mais voilà, c'est moins de 13 ans et pas accompagné. Je ne sais pas si dès lors où l'enfant a 14 ans, il est amené à faire du tapage nocturne ou autre, il y a un changement qui va s'opérer. C'est peut-être pour encourager le fait qu'entre un certain âge vraiment... Il y a dû avoir des cas d'enfants moins de 13 ans sur Béziers, et peut-être que ce couvre-feu a accompagné peut-être cette absence au final de peut-être 10 personnes ou quelques familles, mais très minces. Mais à un moment donné, c'est pas un couvre-feu qui amène ça. Je pense, moi, je privilégie à chaque fois la prévention. On a parlé de police de proximité, c'est encore une bonne chose. Mais à chaque fois dans le tout répressif, et après être sur un village de 2000 habitants, encore une fois, ce n'est pas très représentatif par rapport à la situation de la population. Pour la petite délinquance, instaurer un couvre-feu comme l'a fait ce maire dans une petite commune du Pas-de-Calais, c'est la question qu'on vous pose, et on attend vos réactions, vos commentaires. Merci à Cédric d'avoir appelé le 0826 300 300. Couvre-feu pour la petite délinquance, bon sens ou mesures liberticides. On attend vos avis, on revient dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Les pronostics, je m'appelle pas Jean-Paul Delperrier, mais ils étaient pas mauvais, puisque ça chauffe au standard 0826 300 300. Bonjour Franck. Oui, bonjour, j'interviens parce que je suis un petit peu surpris. On parle propre là à l'antenne, c'est bien, mais moi je suis... Mais parlez vrai sur Sud Radio, allez-y. Allons-y. Je suis directeur de camping, en tout cas c'est ma femme qui l'est, moi je l'ai été pendant 20 ans, et je suis dans le sud-est à côté de Sète, et je suis étonné, mais totalement ébahi qu'il y ait des dizaines et des dizaines, voire quelques soirs des centaines de mineurs à l'extérieur du camping qui foutent le bordel, qui mettent le feu à des trucs, qui se droguent effectivement avec du gaz hilariant, avec tout un tas de choses. Je trouve que c'est complètement démentiel, correctement. Donc vous êtes dans quel coin, rappelez-moi Franck?
à côté de Sète. Juste à côté de Sète. Donc vous ne seriez pas choqué si tout d'un coup le maire de Sète venait vous voir ou le maire de votre commune à côté de Sète et vous dise bon mon petit Franck, je t'ai bien entendu, on va mettre un couvre-feu pour les mineurs entre 22h et 4h du matin. Donc je suis parent, je suis grand-parent. Il est évident que de dire c'est un couvre-feu, ça paraît un petit peu violent dans l'oreille des gens. Mais quand on voit le nombre de gamins qui sont dehors entre minuit et 5h du matin, c'est impensable. Et ça, ce qui est dans le camping en sud-est, c'est les gens qui viennent en vacances. Ça veut dire qu'ils sont comme ça à l'intérieur du continent, quoi. Laissez à eux-mêmes. Maxime Thiebaud, avocat, veut dialoguer avec vous, Franck. Non, mais effectivement, la question du couvre-feu, moi je suis pas un grand fan. Je vous le dis franchement. Pourquoi ? Si c'est un outil qui se justifie par des circonstances locales comme à Béziers, pourquoi pas ? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Parce que, je veux dire, le gamin qui respecte pas la loi, vous mettez un couvre-feu... il va faire le mur, il sortira quand même. Le problème, c'est que j'ai l'impression, aussi bien des élus que même les parquets, mais qui sont débordés aussi, le procureur de la République est débordé, parce qu'on n'a plus de moyens dans ce pays. La vraie question, c'est de savoir comment, derrière, on accompagne d'un point de vue pénal ou judiciaire, quand on attrape ces gamins qui, à 11-12 ans, à 2h du matin, sont en train de foutre le feu à une poubelle. Et on a déjà l'arsenal juridique. On a un juge des enfants qui existe lorsqu'il y a une atteinte à la sécurité de l'enfant. Il y a des mesures éducatives qui peuvent être prises, il y a des mesures de sauvegarde qui peuvent être prises pour le mineur. Et contre les parents. Et je sais pas vous seriez pour sanctionner directement les parents quand au bout de la 2e, 3e fois peut-être, ça y est, le même est en train de foutre le bordel. Plus qu'une interdiction qui... Parce que, alors, allez, on met un couvre-feu. Sympa, très bien. À 7, on a mis un couvre-feu. Il y a des gamins dans la rue. On appelle les gendarmes. On dit, il y a le couvre-feu, il n'est pas respecté. Ok, les gendarmes vont arriver. Ils vont faire une procédure. Ok, sympa. Elle va donner quoi, cette procédure derrière ? Elle va donner quoi ? Pas grand-chose. On va les raccompagner chez leurs parents éventuellement. On va les raccompagner. Ils seront peut-être convoqués devant un juge pour enfants. Je suis pas un grand spécialiste de la justice des mineurs, mais ça va donner quoi ? Pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que la justice des mineurs en France, elle fonctionne pas parce qu'on met pas les moyens derrière. Et en réalité, ce qu'il faudrait, c'est mettre énormément de moyens pour que quand on chope un mineur, surtout un primo-délinquant, derrière, il y a un vrai suivi. Un vrai suivi éducatif, éventuellement pénal, éventuellement punitif, en faisant tout pour que la famille, derrière, soit suivie par l'État et que la défaillance des parents et qu'il y ait une vraie responsabilité. Mais ça, il faut des éducateurs, il faut mettre du fric. Le problème, c'est qu'on le fait pas. Et on pond des lois, on pond des textes, on pond des couvre-feux, on pond ce que vous voulez, mais il n'y a pas de vraies conséquences. Et après, il y a comme monsieur qui gère son camping, qui se retrouve désemparé parce qu'il voit des gamins qui sont pas élevés et qui viennent foutre le bordel autour de son établissement. Merci Franck de nous avoir appelé au standard 0826 300 300 et d'avoir permis de relancer la discussion. Monsieur le député Carlos Martins Bilongo, est-ce qu'il faut du fric justement pour permettre à de jeunes gens, on va dire, de ne pas être n'importe où en plein milieu de la nuit et surtout peut-être à des parents qui n'en ont visiblement pas les moyens, quand c'est le cas, quand c'est pas seulement une volonté d'être classiste, on va dire de maintenir ses enfants. Du fric pour des moyens. Oui, mais bien sûr, oui, pas pour les parents. Après, c'est sûr qu'il faut des moyens humains, mais ensuite il faut une graduation. Moi, à 7, aux alentours du camping, je sais pas si c'est des vacanciers qui sont là juste pour un certain temps à 7 et qui vont ensuite repartir peut-être à Paris ou autre. Mais il faut aussi une graduation dans le sens où qu'est-ce qui a été fait. Si les jeunes sont juste dehors parce qu'ils sont en train de faire du bruit, en train de faire un football, ok. Si des jeunes sont en train de s'adonner à des choses illicites ou autres, il faut, bien entendu, vous expliquez Franck, c'était visiblement fumer un peu de joint, prendre un peu de gaz hilarant et foutre le bordel. C'est de gaz hilarant, Il y a plein de dispositifs qui existent en termes de prévention. Moi, dans ma circonscription, on a beaucoup fait des dispositifs avec la Massif, qui venait accompagner les jeunes dans les collèges, parler des gaz hilarants. Moi, c'est ce que je privilégie à chaque fois, c'est les moyens humains, la proximité, la discussion. Maintenant, quand c'est en période estivale et que les enfants n'ont pas école le lendemain, que les familles sont en camping, je ne sais pas comment cela va se gérer. Si les gens se font arrêter ensuite, mais ils n'habitent pas le département, du coup, ils repartent dans leur lieu de résidence. Donc ça peut être assez particulier. Il faut avoir une graduation, mais c'est sûr qu'il faut des moyens dans la jeunesse. Il faut sur les éducateurs, sur tous ceux qui sont au contact, la protection de la jeunesse, etc. Mais ce que dit monsieur le député est très juste. En fait, ça dépend de ce qui s'est passé. Je vais prendre un cas. Mon père est maire d'une commune de 2000 habitants. Bon, il y a un city-stade, comme dans 50 000 communes, dans plein de communes en France. Et vous avez des gamins qui font les cons, qui s'amusent à arracher le filet du terrain de basket. Bon. Qu'a fait mon père à l'époque? Il a appelé les parents, ils sont venus dans le bureau du maire avec le gamin s'est fait en irlandais devant les parents en ont rajouté une derrière, et je peux vous dire que tout est rentré dans le droit chemin. Et c'est ça, en fait, le rôle déjà premièrement éducatif et le rôle que peut être celui du maire. Après, effectivement, si on a des actes délictuels... le temps avec les parents de leur faire toucher du doigt que...
si on a des actes délictuels plus grands. Moi, j'ai un autre cas, un autre exemple pour que ça parle plus concrètement. J'ai accompagné une mairie qui avait vu sa salle des fêtes brûlée par 2 jeunes mineurs de 16 ans. Bon. Ce que j'ai trouvé tragique dans ce dossier, c'est que les gamins, ils ont été jugés près de 2 ans après les faits. Entre-temps, ils étaient devenus majeurs, ils étaient repassés devant le juge pour d'autres faits, ils sont passés devant le juge pour enfants pour les faits de dégradation de la salle municipale, et en fait, il y avait une réponse pénale qui était complètement illisible et inintelligible. Et c'est là où j'étais choqué, c'est ce que je disais à monsieur le maire, je dis en fait, ce qui est terrible dans ce pays, c'est qu'on aurait dû avoir une réponse beaucoup plus rapide, intelligible, et avec des moyens derrière. On aurait dû suivre ces gamins à partir de l'âge de 16 ans, de dire vous avez cramé, on sait de c'est établi, le dossier pénal, il est pas très compliqué, on a retrouvé vos paluches, on sait de c'est vous avec l'identification, eh bien on va vous suivre d'un point de vue éducatif, on va mettre en place un projet, on va vous punir, parce que vous devez être puni pour la bêtise que vous avez fait, vous allez réparer, et on va vous rétablir dans le droit chemin. Et ça n'a pas été fait. Et malgré la réforme qui a été voulue par monsieur Dupond-Moretti sur la justice pénale des mineurs, malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas mis les moyens humains et les moyens matériels derrière. Eh bien, écoutez, en tout cas, vous parliez de suivre quelqu'un. Il est loin d'être un enfant, mais c'est notre dernier débat. C'est Gabriel Attal, évidemment. Merci encore aux auditeurs qui ont appelé le standard 0826 300 300. Continuez d'appeler pour notre dernier sujet. On parlait de suivre attentivement les faits et gestes. C'est quelqu'un qu'on va devoir garder sous notre loupe ici à Sud Radio. C'est Gabriel Attal. Il a appelé tous ses députés, toutes ses troupes à ne surtout pas s'arrêter, de continuer, enfin de ne surtout pas arrêter, on va dire, le combat, de continuer justement à se battre pour le pays contre les députés RN, tout simplement à faire fonctionner le pays, parce qu'il y avait tout un avenir à préparer, peut-être même préparer 2027, c'est peut-être le sous-entendu qu'il faisait. Gabriel Attal, est-ce le futur frondeur de l'Assemblée nationale? Carlos Martins Bilongo, député LFI. Je pense que les Français ne retiendront rien de son mandat depuis le mois de janvier. À part de la communication, il s'est adonné à faire des photos et être sur tous les chantiers, que ce soit l'éducation où il n'a rien fait. Ensuite, en tant que Premier ministre, il n'a rien fait. Et aujourd'hui, même pour avoir les votes de la majorité auprès des députés Renaissance, ça a été très compliqué pour lui. Il y a un conflit leadership pour l'après-Macron qui se définit parce que c'est normal, c'est la fin de la Macronie, c'est le centre avec Édouard Philippe, Édouard Darmanin et autres. Mais chercher déjà à être le leader auprès de son groupe parlementaire va être très compliqué. Moi, Vous dites qu'avant qu'il soit frondeur, il faut déjà qu'il arrive à rassembler ses propres troupes. Ben oui, il n'a pas réussi à avoir la majorité, il n'a pas réussi à avoir l'ensemble des voix auprès des parlementaires de Renaissance. Et je pense que pour lui, ça va être très compliqué l'après Matignon. C'est-à-dire, vous voulez dire en termes politiques, c'est-à-dire en termes politiques, ça va être très compliqué. En termes de leadership, de pouvoir être le député président de groupe de Darmanin, d'Elisabeth Borne, parce que la légitimité, il ne l'a pas. Il ne l'a jamais eu, et je ne pense pas que Macron l'a mis dans ses petits papiers pour prendre la suite en 2027. En tout cas, on va discuter pour la suite de Gabriel Attal, qui va devoir gérer, en effet, comme le rappelait Carlos Martins Bilongo, qui est l'un de nos mousquetaires aujourd'hui entre 10h30 et midi, autour de la table sur Sud Radio. Je vous rappeler juste qu'une chose, en question au gouvernement, c'est un des seuls premiers ministres qui s'était fait piquer en train de regarder son chien en attendant d'une réponse à une question. C'est vraiment quelque chose de très... Irrespect total pour l'Assemblée nationale. Et immaturité. Maxime Thibault est également autour de la table. Il est avocat, et Frédéric Fougera, président de Think Can Paris, qui est une agence de communication. On revient dans quelques instants avec cette question. Est-ce que Gabriel Attal peut être le réel frondeur des quelques mois qui restent pour Emmanuel Macron à l'Élysée? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous êtes toujours sur Sud Radio, on est encore en direct avec les mousquetaires autour de la table. Carlos Martin Bilongo, député LFI, Maxime Thibault, avocat, et Frédéric Fougera, président de Think Can France, une agence de communication. Et on se pose cette question, est-ce que Gabriel Attal n'est-il pas le futur frondeur? Parce que maintenant il a des troupes, on sait que les relations avec le président de la République, Emmanuel Macron, sont glaciales. Il a quand même porté la campagne des Européennes avec lui, il a aussi récupéré, mine de rien, une partie de la fidélité ou de l'admiration de ses troupes. Maxime Thibault, est-ce que c'est pas de lui dont on va vraiment devoir se méfier dans les prochaines semaines? Non. Moi, je pense qu'il est aussi charmant que politiquement inutile. Donc, je vous le dis franchement. Sincèrement. Oui, je pense que c'est quelqu'un de très charmant, mais qui est politiquement inutile. Enfin, il faut quand même pas oublier que sa nomination en qualité de Premier ministre, elle n'a pas fait l'unanimité dans son propre camp. Monsieur Darmanin, parce que c'est déjà de l'Élysée. Jalousie, puis mérite. Enfin, il avait été de manière éphémère plutôt bon ministre de l'Éducation nationale en faisant de la bonne communication, on va dire. Bon.
Ok, très bien. Mais en dehors de cela, j'ai pas bien vu grand-chose. Vous lui accordez objectivement une crédibilité politique proche du néant. Ouais, puis il n'est pas capable, vous pensez, on va dire, de prendre une partie de l'héritage du meilleur, de l'héritage d'Emmanuel Macron pour essayer de le transformer dans les années à venir. Quel héritage d'Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, on est en train de débattre de sa déchéance et de son éventuelle destitution, de sa démission. Vous avez les intellectuels qui commencent à se réveiller sur cette question. Vous avez l'ancien membre du Conseil constitutionnel, M. Scheuchtels, qui me semble a écrit sur cette question-là. Non, pas membre du Conseil, rapporteur au sein du Conseil constitutionnel. Enfin, il y a des grandes questions qui se posent en ce moment. Donc, Monsieur Attal, je suis désolé, mais c'était un outil de communication à la disposition de l'Élysée. Ça a marché il y a 2-3 mois. Après, ça n'a plus fonctionné. Il a su résoudre plus ou moins la crise des agriculteurs. D'un point de vue de communication, peut-être. Allez, on va lui retrouver ce petit attribut-là, mais c'est pas aller plus loin. Et de toute façon, dans son avenir politique, vous savez, la politique, monsieur le député me démentira peut-être, mais la vengeance est un plat qui se mange froid, et je pense que LFI, on a eu quelques investitures législatives qui l'ont prouvé. Mais je pense que monsieur Darmanin, monsieur Le Maire, et puis toutes les personnes qui ont su, pour le coup, construire une carrière politique à travers le macronisme, parce que monsieur Darmanin, on a beau dire ce qu'on veut, mais il a construit une carrière politique. Monsieur Le Maire, il a été ministre. À incarner quelque chose. Ils ont incarné une politique qui est la leur, que je ne partage pas dans son entièreté, pour beaucoup en tout cas, sur les questions économiques et financières. Avec monsieur Le Maire, je suis particulièrement en grand désaccord. Avec monsieur Darmanin, au regard du peu de moyens qu'il avait d'un point de vue financier, il essayait de faire du mieux qu'il pouvait sur la question de la sécurité. Mais monsieur Attal, il a rien, il a pas de bilan. Il aura simplement son ordre national du mérite attaché, parce que ça fait 6 mois qu'il est Premier ministre. 0826 300. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Avant de donner la parole à Frédéric Fougera, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que, comme vient de le dire Maxime Thiebaud, notre avocat du jour, est-ce que vous pensez que tout ce que pourra faire Gabriel Attal, c'est aller dans la salle des fêtes de l'Élysée, recevoir une Légion d'honneur, ou au contraire, véritable avenir politique ? Non, alors, moi par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a plusieurs choses sur lesquelles je veux apporter un commentaire. Quand on parle de destitution du président, c'est une vaste blague en fait. Pourquoi est-ce que le président serait destitué ça fait plaisir qu'aux opposants de croire un truc pareil. Il faudrait argumenter, monsieur, parce que c'est sympa de sortir des sophismes. Parce que vous trouvez, Laurent, qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez que Macron a joué une belle carte politique et que tout va se reconstruire petit à petit ? Moi, je pense que, pour répondre à votre première question sur Gabriel Attal, il n'a pas de bilan, il n'a pas eu le temps, donc ça serait un peu indécent de porter un jugement sur son action. Après, je pense aussi que pour un futur président, on va dire, il faut quelqu'un qui a un peu plus d'expérience aussi, même si j'ai confiance dans la capacité à être dans l'action d'un personnage comme Gabriel Attal, parce que c'est un peu ce que incarnait Emmanuel Macron quand il a été élu, un personnage dans l'action. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin en France. Et aujourd'hui, on n'a absolument pas besoin de gens qui veulent tout conflictualiser et qui racontent des mensonges aux gens en disant que on va faire une destitution et que il va y avoir une révolution. Une guerre atomique. On a dit guerre atomique, monsieur. moi, vous savez, je reviens d'étranger, là. Ça fait partie de mon métier de voyager. Vous êtes directeur d'agence de voyage, ce qui explique, ceci explique cela. Vous avez la tête dans les nuages. J'ai l'impression d'avoir atterri je suis rentré hier, j'ai l'impression d'avoir atterri sur une planète. Et vous retrouvez les beaux réflexes en écoutant Sud Radio. Excellent. Où tout est conflictualisé, donc. Je peux vous dire que dans le monde, il y a des gens qui sont un peu plus intelligents que de conflictualiser tout ce qui se passe, quoi. Mais est-ce qu'on peut penser, et je restais un peu avec nous Laurent, on va poursuivre le débat autour de la table, est-ce que vous pensez justement que Gabriel Attal, d'une manière ou d'une autre, et je vais me tourner vers vous Frédéric Fougera à propos de Gabriel Attal, est-ce que le communicant voit en Gabriel Attal justement quelqu'un qui est en capacité d'être dans l'action, de rassembler, d'acquérir très vite de l'expérience pour se mettre, on va dire, au service du pays dans les plus hautes fonctions de l'État, peut-être président de la République en 2027 ? Là, on n'est pas en 2027 parce qu'on attend un gouvernement et Gabriel Attal, c'est le Premier ministre démissionnaire sortant qui a quand même à peu près 0 chance de se retrouver Premier ministre. Donc là, on est vraiment dans de la science-fiction. Je voudrais revenir, mais je vais répondre après à votre question. Je voudrais revenir sur les propos de Maxime Thiebaud pour
depuis le début de l'émission avec lequel je suis plutôt d'accord, mais là je suis plutôt pas d'accord quand il dit que Gabriel Attal c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, mais totalement inutile. Je suis pas certain qu'il soit si sympathique que ça, charmant. ou charmant, et je ne suis pas certain qu'il ait été absolument inutile. Il a fait, comme vous l'avez dit, vous l'avez trouvé performant. Vous l'avez dit, il a fait 6 mois et 7 jours de mandat. Quel Premier ministre, quel gouvernement en 6 mois a des résultats d'une performance extraordinaire? J'attends que vous me les citiez. C'est quand même, en principe, c'est les résultats de ceux qui sont passés avant, quand c'est le cas. On peut pas lui reprocher de pas être au même niveau de maturité politique qu'un Bruno Le Maire ou qu'un Gérald Darmanin, vu son âge. Alors si on n'a pas le droit de faire de la politique parce qu'on a moins de 40 ans, moins de 50 ans, ou qu'on n'a pas le droit d'occuper des fonctions ministérielles, si on n'a pas 20 ou 30 ans de carrière, ça va éliminer beaucoup de monde. Donc je trouve ça un peu injuste. Ensuite, on disait que la nomination ne faisait pas l'unanimité. Sa nomination de Premier ministre n'avait pas fait l'unanimité. Alors, je n'ai jamais vu un seul parti d'opposition dire formidable ce nouveau Premier ministre. Donc ça, c'est sûr, même au sein de son propre camp, on ne fait pas l'unanimité déjà au sein par rapport à l'opposition, et on ne fait jamais l'unanimité au sein de son propre mouvement, notamment de la part de tous ceux qui espéraient la place. C'est la rançon de la gloire. Je vous rappelle, je remonte un peu loin, mais je vous rappelle Édith Cresson, comment elle a été dézinguée par Bérégovoy qui s'imaginait légitime, et elle était illégitime sans qu'on sache pourquoi. Et le pauvre Bérégovoy n'a pas été mieux traité quand lui-même a été nommé Premier ministre. J'aurais une question à vous poser, parce que... Je vais écouter et répondre à la question. Et sur la question de départ, qui était celle des frondeurs, est-ce que c'est le nouveau frondeur? Évidemment, les médias en rêvent, parce qu'il va bien falloir trouver des polémiques pour discuter H24 sur tous les plateaux télé et radio. Mais c'est l'histoire qui le dira. Est-ce qu'il faut qu'on fabrique à l'avance les futurs frondeurs pour déjà pouvoir commenter ce qui n'existe pas? Je pense qu'on a un peu de temps, quoi. 0826 300 300. Laurent, est-ce que vous êtes un peu content de ce qui vient d'être dit? Ça a rétabli un peu ce qui s'était dit précédemment autour de la table? C'est pas le but. Oui, je suis complètement d'accord, notamment avec le dernier. Frédéric Faugerat. Oui, parce qu'à un moment, il va bien falloir que les médias trouvent un os à ronger, quoi. Non, mais après, ce qui est surprenant, en tout cas, merci beaucoup Laurent de nous avoir appelé, et bon retour sur Terre après être rentré de voyage. Merci d'avoir appelé Sud Radio 0800 26 300 300. La question, elle est légitime dans le sens où, mine de rien, Gabriel Attal, on a vu la façon dont il s'est, mine de rien, construit contre le président de la République au moment des européennes. C'est-à-dire qu'il y a eu la dissolution surprise, qui a été, et c'est un non-événement de le dire comme ça, véritablement un choc pour lui. On se souvient de la photo, on se souvient de la façon dont il avait accusé, on va dire, le coup pendant 2-3 jours. Et ensuite, rappelez-vous, les gens dans la rue, quand ils passaient, écoutez, vous êtes super, on vous apprécie beaucoup. Quand on peut avoir, on va dire, encore un peu d'espoir dans la Macronie. En revanche, le président de la République, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il va avoir, sans que ce soit fabriqué dans les médias? Je crois pas que les politiques aient beaucoup besoin des médias pour se fabriquer ou pour se raconter des histoires ou même pour se liguer contre ceux qui l'ont fabriqué. En revanche, il peut avoir une volonté, on va dire, de tout simplement s'inscrire au fur et à mesure contre ce qu'a pu faire Emmanuel Macron, Maxime Thibault. Gabriel Attal, déjà, d'un point de vue médiatique, il a plutôt eu les amitiés des médias et de la presse. Franchement, il a eu des belles unes, il a eu des beaux médias, on va quand même pas se mentir. Le constat que je faisais était plus factuel qu'une attaque personnelle contre Gabriel Attal. Effectivement, il n'a pas non plus le temps de créer une politique qui lui permette derrière d'inscrire une ligne. Mais pour autant, est-ce qu'il y a une idéologie ou une opinion, une conviction qui serait celle de Gabriel Attal? Est-ce que Gabriel Attal est identifié derrière ou comme le porteur d'un projet politique qui serait différent du président de la République? Moi, je suis désolé, j'ai l'impression que c'est en même temps qui s'incarne à travers une jeunesse différente de celle de Monsieur Macron. Donc l'espace politique est ultra réduit et sa personnalité en elle-même, je suis désolé, c'est pas une personnalité qui incarne plus qu'une autre dans le macronisme. Est-ce qu'il représente quelque chose politiquement, Gabriel Attal, député LFI? Carlos Martins Vilongo? Moi, il représente très peu de choses. Mis à part avoir été Premier ministre 6 mois, il est là quand même dans le paysage politique depuis 7 ans. 7 ans, secrétaire d'État à la jeunesse, à l'éducation. On a en 2 ans de mandat sur ce ministère-là, pas grand-chose à retenir. Porte-parole du gouvernement, pas grand-chose à retenir. Et à l'éducation, non plus. Il a fait tous les gouvernements. Jean Castex, Édouard Philippe. En votre camp, c'était quand même indigné sur des éléments comme l'interdiction de l'abaya, etc. quand il était au gouvernement. C'était juste un effet de communication parce qu'au même moment, il y avait un vrai sujet sur le harcèlement scolaire. On n'a pas eu de réponse, malheureusement. Il y a eu encore des cas de décès d'étudiants qui se sont suicidés. Et ça a été véritablement foudroyable pour la jeunesse.
C'est là qu'on attend un ministre de l'Éducation, c'est sur les vrais sujets, et l'harcèlement est un vrai sujet, harcèlement scolaire. Moi, je suis enseignant de formation. Vous continuez à dire qu'il ne représente rien. Mais rien du tout, parce que politiquement, il faut soit on pèse au sein d'un mouvement politique, qui est Renaissance, qui est les libéraux, on est sur le terrain, mis à part le fait d'avoir un ministère, il faut être au contact des populations, savoir drainer une politique et une vision aussi politique sur le moyen, long et sur le court terme. Malheureusement, c'est pas le cas. Après moi, c'est pas de mon fait parce que c'est pas ma politique, donc tant pis pour eux, la Macronie. Mais c'est un projet politique qui s'arrête, qui va être soit repris en main par Édouard Philippe par M. Bayrou, mais c'est clair que sur l'échiquier politique des années à venir, Gabriel Attal s'est mis hors du jeu. Je suis étonné de votre réponse parce que je m'attendais à un député LFI qui me dise mais si c'est le ministre qui était au gouvernement quand il y a eu la réforme de la retraite, quand il y a eu la réforme de l'assurance chômage, quand il y a eu les gilets jaunes, quand il y a eu la crise de la santé, et finalement vous dites bon, il représente rien politiquement. J'ai l'impression que dans les gens, Gabriel Attal justement incarne quelque chose. Est-ce qu'il pèse quelque chose politiquement? Il est quand même patron du groupe présidentiel à l'Assemblée nationale, mais pour les gens, je crois quand même qu'il est identifié comme étant clairement le prolongement du macronisme. La France a connu le meilleur d'entre nous. Juppé était hyper bien vu, avait de super sondages, et puis il a jamais pu incarner sur sa personne. Bon, Gabriel Attal, ça a été un peu cette parenthèse-là au début. Une sorte de Juppé, le meilleur d'entre nous, le meilleur jeune du macronisme. Mais bon, moi je pense que, et c'est terrible, parce que je pense que Gabriel Attal, au fond de lui-même le sait, il a été piégé par Emmanuel Macron. On sait très bien qu'Emmanuel Macron, en l'envoyant à ce moment-là avec une crise économique qui était existante, une crise internationale aussi bien sur la question israélienne que sur la question ukrainienne, ça allait être très compliqué pour lui. C'était un suicide politique. D'être Premier ministre dans une situation politique comme ça, à près de 3 ans, 3 ans de la prochaine élection présidentielle, c'était pratiquement impossible qu'il s'en sorte. En plus, c'était l'arme anti-Bardella. Oui, quand mais on est est-ce que vendu ça comme ça, c'est comme ça qu'on l'avait pour le vendu. coup sur l'arme Le mot de la fin de Frédéric Fougera. Mot de la fin, je sais pas. Ce qui est particulier, ça le sera. Ce qui est particulier et compliqué pour Monsieur Attal, c'est que quelque part il débute sa carrière en étant Premier ministre. Alors évidemment, c'est pas le chemin et le parcours habituel de tous les gens qui font de la politique. Donc normalement, un Premier ministre, on peut dire combien il pèse. Là, c'est plus compliqué de dire combien il pèse, puisqu'en fait, c'est le début de sa carrière politique. Donc on le saura plus tard. Donc à suivre tout simplement, et peut-être qu'on vous retrouvera au micro de Sud Radio dans quelques semaines pour voir ce que devient politiquement Gabriel Attal. Vous restez avec nous sur Sud Radio, parce que avant qu'on soit rejoint par le camarade Clément Arion pour les Jeux Olympiques dans tous leurs états, c'est l'heure des coups de cœur et des coups de gueule. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alors, je vous avais promis un peu de douceur parce qu'on allait terminer par les coups de cœur et les coups de gueule. Bon, ma prédiction était mauvaise, mon teasing était pas bon du tout, parce que ce ne sont que des coups de gueule autour de la table, que ce soit le député Carlos Martins Bilongo, l'avocat Maxime Thiebaud ou le président de Think and Paris de l'agence communication Frédéric Fougera. Il n'y a que des gens qui ont un savon à passer. Je commence par vous, Frédéric Fougera. SOS Racisme, un peu absent des médias selon vous dernièrement. Alors effectivement, Maxime, d'abord moi je ne fais quasiment que des coups de cœur. Mais c'est pour ça que ça m'a étonné avec Valérie Expert, mais depuis qu'elle est partie en vacances, je ne fais que des coups de gueule. Voilà, je suis impatient peut-être de la retrouver, je ne sais pas. Mais c'est pas sympa pour ceux qui la remplacent. Oui, moi je le prends très bien. J'ai voulu faire un coup de gueule contre SOS Racisme, et je devrais dire, pour être parfaitement honnête, contre mes amis de SOS Racisme, car j'y compte des amis, beaucoup d'amis aux côtés desquels j'ai participé à la lutte contre le racisme et les discriminations, j'allais dire depuis longtemps, mais j'ai envie de dire en réalité depuis toujours. Ce qui a toujours été à l'honneur de SOS Racisme, c'est de lutter contre l'injustice des discriminations, et donc de toutes les discriminations, pas seulement celles qui nous dérangent, en mettant de côté ou en oubliant celles qui nous indiffèrent, voire celles qui nous dérangent. Mais depuis des semaines, je dis bien des semaines, où des élus de la République mettent des cibles dans le dos de citoyens en les accusant d'islamophobie, en jouant et les accusateurs et les procurateurs, ou celles et ceux qui défendaient la liberté d'expression et d'humour pour Guillaume Meurice hier voudraient l'interdire aujourd'hui à Sophia Aram. Et sans prendre parti, je pense que le minimum de cohérence, ce serait de défendre les mêmes droits à l'humour pour tous. Quand certains athlètes entachent la délégation olympique française avec des propos racistes, antisémites, homophobes, alors je me pose la question, mais où est SOS Racisme là? Vous êtes où, les amis? C'est le moment de vous faire entendre, de rappeler à certains la raison, ou alors de les mettre face à leurs responsabilités. C'est peut-être aussi le moment d'engager des procédures en justice. Alors j'imagine que leur silence est plus une preuve d'embarras que de complicité,
Mais j'ai vraiment envie de leur dire, à SOS Racisme, réveillez-vous. Bouge-toi mon pote, quoi. Bouge-toi mon pote. Et on rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Sophia Aram, elle a fait une blague suite à la réception d'une médaille par une athlète voilée, et la blague a pris des proportions absolument délirantes, critiquées notamment par Sandrine Rousseau, etc. Je suis obligé de me tourner vers vous, Carlos Martins Vilongo. Vous aussi, vous appelez au réveil de SOS Racisme, ou vous préférez vous taire parce que vous êtes embarrassé par la situation? Pas du tout embarrassé. Après, je suis pas l'avocat de SOS Racisme, mais en fait, je pense que notre pays souffre aussi du deux poids deux mesures à chaque fois qu'on a une situation en face de nous. Et moi, je suis un fervent partisan de condamner toute forme de racisme qui peuvent exister dans toutes ses formes, et à chaque fois de réagir au plus fort et avec une concorde nationale. Malheureusement, c'est très rarement le cas. Et du coup, je pense que ça a créé une échelle de hiérarchisation au sein de certains collectifs qui vont réagir sur certains sujets, d'autres collectifs vont réagir par rapport à un sujet. On va voir SOS Racisme qui va monter au créneau sur des sujets, la LICRA sur d'autres sujets. Au final, ça crée à un moment donné, quand il y a une séquence qui existe, un silence, une absence, et c'est regrettable. Mais à un moment donné, on doit tous monter au créneau pour tout ce qui peut arriver. Dernièrement, il y a eu un influenceur, Bassem, qui a appelé à pendre des Noirs. Personne n'en a parlé. Et vous avez une communauté en France qui va se dire personne n'en parle. À chaque fois, quand on est sur des sujets comme ça, on va avoir des phénomènes où on va se dire quand c'est une communauté, on ne parle pas, quand c'est une autre, on n'en parle pas. Et c'est pas bon pour le pays, parce qu'à chaque fois, on est sur le même drapeau. Et il faut vraiment, encore une fois, une concorde nationale contre toutes les formes de racisme et pouvoir lutter ensemble. Qu'est-ce que vous dites, vous, par exemple, à Sophia Aram qui a fait cette blague? Vous êtes embarrassé? J'aime pas sa blague. Oui. J'aime pas sa blague. Et c'est regrettable. Mais maintenant, quand cette blague a ensuite une autre blague est détournée sur un autre sujet, est-ce qu'on va critiquer une autre personne par rapport à cette action-là? C'est ce qui est regrettable à chaque fois. C'est deux poids deux mesures qui existent continuellement sur tous les sujets. Maxime Thiebaud, avocat. Alors moi, j'ai pas tout à fait compris la blague pour le coup. Non, mais après qu'on la comprenne, on la trouve d'autres, c'est un autre débat. Mais moi, je suis assez triste. Je vais vous dire, la société dans laquelle on évolue, on est assez triste parce que j'ai adoré votre édito que vous venez de faire à l'instant. Et si on devait le résumer, malheureusement, aujourd'hui, le racisme est devenu un concept à contenu variable, mais qui a des conséquences matérielles et réelles très fortes. C'est-à-dire qu'en fonction de où on se situe et du prisme politique qui peut être le sien, eh bien, on va considérer que c'est du racisme, ça ne l'est pas, et on va créer des racismes parfois là où il n'existe pas. Et ça, c'est triste. Et en même temps, je me dis qu'un Coluche ou un Desproges aujourd'hui, ils pourraient pas vivre, ils pourraient pas exister, ils pourraient pas exercer leur art et leur métier. Et en réalité, tout ça n'est que la conséquence d'une ignorance et d'une certaine servitude finalement intellectuelle en France, parce que on sait très bien que les savoirs se transmettent de moins en moins, que la culture générale est en train de disparaître, que le niveau global de l'enseignement baisse, et ça a des répercussions dans la vie de tous les jours. Là où quelque chose serait resté sur le trait de l'humour et une grande partie de la classe politique et médiatique, oui, aurait dit qu'est-ce que c'est con? Bon, certains en ont rigolé, ils sont pas très malins. C'est pas drôle et on passe à autre chose. C'est plus possible aujourd'hui parce que tout de suite on va essayer de conflictualiser, ou même certains ne vont même pas se rendre compte que c'est de l'humour. Et une société qui perd le sens de l'humour, c'est une société qui se décivilise. Maxime Thiebaud, vous allez garder la parole parce qu'un sujet justement qui devrait aussi être au cœur de toutes les préoccupations, peut-être même surtout au cœur des préoccupations des députés de gauche qui préfèrent tweeter sur Sophia Aram, ce sont les urgences qui sont totalement saturées. Non mais ça me rend dingue. Attendez, on nous a privés de liberté en 2020. En nous expliquant qu'il fallait sauver l'hôpital public. C'était la raison officielle. Il fallait éviter qu'il y ait des gens qui meurent dans les couloirs des hôpitaux publics avec le Covid. Et 4 ans plus tard, on n'est pas capable de faire face à un petit pic de canicule ou simplement une période estivale. C'est complètement dingue. C'est un manque cruel d'un point de vue politique. C'est quand même le même gouvernement. Il n'y a pas eu de changement de majorité, que je sache. Et on a eu un Ségur de la santé qui a servi pratiquement à rien, simplement à faire de la communication comme ce gouvernement l'habitude de le faire. Et derrière, on a des CHU qui sont bloqués. Moi, j'ai ma belle-mère qui a été hospitalisée avant-hier. Elle a attendu 7 heures aux urgences. On a l'exemple à Nantes, 70 heures d'attente avec des décès. C'est une... Et des milliers, des centaines de milliers d'euros, par contre, honte. Pour refaire le logo. Mais je vais vous dire, c'est une honte. Et on a poursuivi sur le point de vue pénal des ministres parce qu'ils n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient. Je peux vous dire que la question serait particulièrement pertinente aujourd'hui si elle venait à se poser de la responsabilité de certains ministres dans le fait que les moyens ne soient pas suffisamment déployés dans l'hôpital public. Qu'en pense le député? S'il faut faire carrément une commission d'enquête peut-être sur ces urgences qui restent saturées après des Ségur et des milliards sur la table. C'est une honte. Vous avez le mur de la honte d'ailleurs aux urgences de Brest,
où c'est affiché les horaires d'attente pour les urgences. Et qu'est-ce qu'on attend encore une fois? Qu'il y ait des morts comme à Nantes? On est à 27 heures, 23 heures d'attente. C'est inacceptable pour notre pays. Moi, à un moment donné, en tant qu'acteur politique, on doit user de toute notre poids et de toute notre force pour résoudre ce problème. On ne peut pas à chaque fois être envoyé à différents séjours, à différents sujets, à différents ministres de la Santé. À un moment donné, soit on dit stop, on met des moyens pour les Français. Parce que c'est là où on se soigne, l'hôpital public, c'est un héritage pour nous toutes et tous. Et on est tous amenés à être soignés à l'hôpital public. À part ceux qui ont les moyens d'être dans l'hôpital privé. À un moment donné, il faut dire stop, tirer la sonnette d'alarme et mettre des moyens là où il faut. Surtout quand on nous dit à longueur de placo qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que nous sommes le meilleur système de santé au monde. Frédéric Fougera sur le coup de gueule de Maxime Thiebaut. Non, mais je suis d'accord. Ce qui est effrayant, c'est que ça fait 15-20 ans, peut-être plus, que cette question des urgences revient toujours. Alors, elle revient aussi spécialement l'été avec quelques pics de chaleur. C'est pas digne de notre pays, quoi. Et surtout qu'on a encore parlé la semaine dernière sur Sud Radio, vous l'avez entendu dans la matinale, encore cette semaine, parce qu'il y a eu des grèves dans des services d'urgence, et nous on nous expliquait que c'était devenu, j'ai posé la question comme vous venez de dire Frédéric Fougera, à savoir que c'était insupportable d'avoir chaque été toujours les mêmes personnes qui se plaignent, c'est-à-dire d'être un mauvais. On sait qu'il va y avoir la canicule, dès le mois de septembre et le mois d'octobre, on sait qu'il y aura une canicule au mois de juin, juillet et août, on fait une planification. Mais là, le pire, c'est que la personne est l'une des chefs de service des urgences avec qui on était et nous expliquait tout simplement, elle fait, ah non, ça se répète pas chaque été. Ça s'empire chaque été. Donc c'est ça qui est totalement scandaleux. Elle disait que notamment l'argent qui avait été débloqué, ça s'était peut-être arrivé jusqu'aux administrations, mais à ceux qui avaient les mains, on va dire, en pleine opération, visiblement, n'avaient pas eu le temps de recevoir le chèque. Et c'est vers vous que je me tourne, monsieur le député Carlos Martins Bilongo, pour votre coup de gueule, encore, je vous avais prévenu, chers auditeurs, ça concerne aussi, mine de rien, un endroit où on devrait mettre des moyens, parce que c'est les universités, les étudiants. Bien sûr, les étudiants. Aujourd'hui, le coût de la vie étudiante a augmenté. Depuis 2017, les frais d'inscription ont augmenté à hauteur de 35%. Et en fait, cette jeunesse qui va peut-être aller faire médecine, même si avec le numerus clausus et le numerus apetrus, ils sont bloqués, nos étudiants, ils vont souvent étudier à l'étranger, en Roumanie, pour avoir leur diplôme de médecine. Et c'est ce qui est regrettable. Mais augmenter les frais d'étudiants français déjà, c'est compliqué parce que ces jeunes-là vont avoir du mal à faire des activités éventuellement extra-scolaires, du sport ou autre, ou la vie quotidienne, aller au théâtre, etc., etc., et même se nourrir. On l'a vu. Et même les banques alimentaires, la vie quotidienne, les loyers, les banques alimentaires, les transports, les banques alimentaires des universités ont vu des files d'attente énormes. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on répond? Eh ben, on augmente encore une fois. De 2023 à 2024, c'est plus 2% encore une fois des frais d'inscription. Et aussi, vous savez, l'université française, à l'époque, elles avaient une aura au niveau international. Et ben, quand on augmente nos frais d'inscription, les étudiants d'autres pays ne viennent plus en France étudier. Et ça aussi, c'est regrettable parce que la France, elle est riche de la francophonie, des différentes nations qui viennent étudier en leur jeunesse en France. Quand on voit des universités françaises remonter dans le classement des universités mondiales, peut-être justement continuer à mettre des moyens pour se réjouir réellement de ça. Et moi, quand je discute parfois avec des jeunes lors de voyages parlementaires, il y a de moins en moins de jeunes qui sont attirés par venir en France pour étudier. Donc mettons le fameux pognon de dingue sur la jeunesse. Maxime Thiebaut, avocat, sur justement cette absence parfois de considération de ce qui se passe dans la jeunesse. En fait, c'est paradoxal, c'est qu'on n'investit plus dans l'avenir. Tout simplement, si on n'investit pas sur la jeunesse, sur l'enseignement supérieur, sur l'éducation, c'est qu'on n'investit pas dans l'avenir. Mais en même temps, est-ce que vous avez beaucoup de programmes politiques qui aujourd'hui nous parlent de la France à 50 ans? Est-ce que vous avez... Frédéric Fougera, le mot de la fin sur cet investissement visiblement qui n'arrive pas jusqu'à la jeunesse. Alors on finit sur les seniors et on me donne la parole en dernier, c'est sympa. Toujours. Mais vous êtes un jeune. Avec Valérie L'expert, il n'y aura plus de problème, tout le monde sera concerné. Bon, j'espère qu'elle écoute l'émission. Je vais pas en rajouter. Le problème des étudiants, c'est un vrai sujet. Mais le problème des seniors, notamment du travail des seniors, c'en est effectivement un autre. On en parle très peu dans les politiques publiques, c'est bien dommage. Et on rajoute à ça l'augmentation de la consommation, notamment des antidépresseurs chez la jeunesse. C'est un chiffre qui est arrivé dans l'actualité ces derniers jours et dont, mine de rien, n'a pas trouvé peut-être l'écho suffisant. Merci d'avoir été avec nous. Carlos Martins Bilongo, député LFI de la 8e circonscription du Val d'Oise. Merci beaucoup et bonne rentrée politique. Maxime Thiebaut, avocat. Bon courage pour tout ce qui arrive et vos dossiers. Merci. Et Frédéric Fougera, président de Tenkan France, qui est une agence de communication, et de La Com est un métier, qui est votre dernier ouvrage. Merci beaucoup d'avoir... C'est pas le dernier, mais alors un des... Anthologie de la com, le dernier. Celui que
que je vante, la com est un métier qu'il faut lire dans cette période. Dans quelques instants, on sera rejoint par le camarade Clément Arion pour la dernière, là aussi, des Jeux Olympiques dans tous leurs états. À tout de suite.